Alors pour cette deuxième table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir pas mal d'intervenants de la filière visuelle et puis des tutelles, notamment Madame Mélanie Ordinez, qui est la présidente du SNAO. Donc Mélanie, je pouvais vous installer ici. Madame Lisa Chrétien est de la DGOS qui va représenter le ministère de la Santé et puis le Comité national des coopérations interprofessionnelles, notamment pour tout ce qui est protocole de coopération. Monsieur Mathieu Gerbert pour le collectif Fraude, qu'on connaît aussi comme responsable de la Société des opticiens mobiles. Et puis les deux présidents des syndicats d'opticiens, la FNOF, M. Hugues Verdier-Davioud pour la Fédération nationale des opticiens de France, et puis M. Stéphane Corfias, le rassemblement des opticiens. Bruno Assouli nous a envoyé un film pour décrire la campagne ensemble contre la myopie. Et enfin, le docteur Véronique Kraft, qui fait partie du bureau du SNOF et qui s'occupe notamment de tout ce qui est frénation de la myopie au niveau du syndicat. Et puis comme modérateur, à part moi, il y aura le docteur Ludovic Lay, qui est le président de l'ANJO, qui est l'Association nationale des jeunes ophtalmologistes, qui va arriver. Je pense qu'il est encore au café. Alors, les différents sujets à aborder. Alors, il faut savoir que depuis le début de l'année, il y a un certain nombre de mesures qui sont arrivées pour les orthoptistes, qui font suite à des discussions et des textes réglementaires et législatifs antérieurs. Notamment, il y a une part d'activité maintenant pour les orthoptistes en autonomie depuis 2023. Depuis février, c'est la primo-prescription entre 16 et 42 ans. Et puis plus récemment, le 7 juin 2023, est apparu le dépistage d'une part de l'amblyopie pour les enfants de 9 à 15 mois, et puis pour le dépistage de la métropie entre 2 ans et demi et 5 ans. Ça, on en reparlera. Il y a aussi des nouvelles règles d'interdiction qui est en relation un peu avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les centres de santé, puisqu'il y avait pas mal d'abus d'associations de cotation entre actes orthoptiques et actes ophtalmologiques. Donc la CNAM a, suite d'un groupe de travail, décidé de limiter certaines cotations, certaines associations, et puis même certaines cotations, puisque la MY8,5 est devenue récemment la MY8. Et il y a encore des mesures qui vont arriver. C'est notamment le sujet de Madame Chrétien, c'est les protocoles de coopération rénovés pour le RNM et puis pour le glaucome. Et puis il y a aussi, on suspend toujours la partie concernant les lentilles de contact. Et puis en 2024, il y aura là, non pas des diminutions, mais des augmentations de tarifaires pour les orthoptistes. Et vous savez qu'actuellement, les cotations orthoptiques sont à la fois valables pour les libéraux et pour les orthoptistes salariés. Concernant la partie optique, vous savez, ça a été exposé à plusieurs reprises, que la France, qui était effectivement un peu à la retraite il y a une quinzaine d'années au niveau distribution des lunettes, depuis une dizaine d'années est passée devant l'Allemagne, qui est le deuxième marché optique en Europe. Et depuis, c'est la courbe bleue en haut, on est largement au-dessus, bien qu'on ait quand même 15 millions d'habitants en moins. Et on peut voir que depuis 12-13 ans, il y a une amélioration considérable de l'accès finalement aux lunettes en France, puisque le nombre de montures et de verres a augmenté à peu près de 100%, alors que la population a augmenté de 5%. Et d'ailleurs, c'est un choix fait par les pouvoirs publics en France, c'est que les lunettes sont très bien remboursées par rapport à la quasi-totalité des autres pays où le financement public collectif des lunettes est en général assez faible. Alors qu'en France, il est quand même à peu près à 75% en moyenne. Et donc c'est pour ça que le marché français, d'ailleurs, est d'assez loin le premier marché en Europe pour l'optique. Donc vous voyez 7,2 milliards d'euros en 2022, contre à peu près 6 milliards en Allemagne et seulement 3 milliards en Italie. Et avec un marché assez dynamique, puisqu'il est à 5%, et on a des chiffres même plus élevés probablement depuis le début de l'année 2023. On avait fait une enquête
En 2022, et puis on l'a refait en 2023, sur l'équipement des Français en lunettes. Actuellement, il y a 75% des Français qui portent une correction optique. C'est un peu plus important chez les femmes que les hommes. Les chiffres sont très stables, en fait, depuis quelques années. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils sont exactement les mêmes, quelle que soit la taille de l'agglomération, et suivant les régions, pratiquement, sauf en Île-de-France, où il y a un peu moins de porteurs de lunettes, et ça en relation avec le fait que la population est un peu plus jeune. Alors, il y a aussi au niveau des renouvellements, on trouve le même taux de renouvellement, quelles que soient les régions, la taille d'agglomération, etc. Donc tout ça, c'est très homogène, ce qui montre bien qu'on est finalement, à part quelques peut-être cas particuliers, dans une satisfaction assez globale de la demande. Et vous savez qu'actuellement, avec les ordonnances renouvelables, même si on met parfois en avant encore les délais de rendez-vous par rapport à la durée de vie d'une ordonnance, qui est de 3 ans au-delà de 42 ans et puis 5 ans en dessous, on est quand même très très au-delà des délais de rendez-vous. Et les ordonnances peuvent être adaptées par les orthoptistes maintenant et les opticiens. Alors ce qui est aussi, alors ça c'est une fréquence de port de lunettes en fonction de l'âge. Vous savez que le sujet de la myopie actuellement est assez prégnant, et on dit que peut-être dans 10-15 ans, 50% de la population mondiale sera myope. En fait, on voit que, par exemple, si vous prenez les 25-34 ans, on est déjà à 56% de porteurs de correction optique. Donc c'est déjà un niveau très élevé. Et après, on monte à 63% entre 35 et 44 ans. Et puis à l'âge de la presbytie, bien sûr, on atteint à peu près les 90%. Donc à l'arrivée, ça fait quand même 44 à 47 millions de Français qui portent des lunettes. Le dernier point que l'enquête avait mis en évidence, c'est que les lentilles de contact qui sont... traditionnellement, on dit que les Français sont peu équipés en lentilles de contact par rapport à d'autres pays. Il faut savoir que dans d'autres pays, vous pouvez avoir intérêt à porter des lentilles de contact plutôt que des lunettes, puisque les lunettes étant très mal remboursées, il est souvent moins cher de s'équiper en lentilles de contact, ce qui n'est pas le cas en France. Mais les dernières enquêtes montrent plutôt qu'il y a une progression assez rapide du port de lentilles, qu'il faudrait d'ailleurs un peu mieux expliquer. Mais disons, on a plusieurs enquêtes qui montrent un taux qui serait finalement assez similaire à celle des autres pays aux alentours. Donc là, on semble aussi qu'on a rattrapé le retard. Voilà, donc ça c'était juste pour introduire un peu le débat. Et puis, on va peut-être commencer par les orthoptistes, avec Madame Ordinez, donc, qui est présidente du syndicat des orthoptistes, et qui peut-être peut nous donner son sentiment sur les dernières évolutions des responsabilités des orthoptistes, plutôt leur aboutissement, puisque c'est un cheminement qui date de 2-3 ans. Qui dure. Donc déjà, merci de me donner la parole encore une fois aux Journées du SNOF. J'avais énormément apprécié l'année dernière. Alors, encore merci au SNOF. Il est vrai que ces dernières années, on va dire c'est presque un peu plus de 2 ans, c'est des changements plusieurs fois par an maintenant, entre les allers-retours législatifs, les 6 mois d'attente quand il y a une augmentation d'actes ou une création d'actes, c'est un peu compliqué. Il semblerait que les orthoptistes arrivent à s'en retrouver, donc ça va. On est marqué essentiellement par quelque chose d'important pour l'accès aux soins, donc ce fameux accès direct, qui est pour la primo-prescription, qui est un accès direct pour un bilan visuel, plus précisément, parce que la primo-prescription n'est pas du tout obligatoire à partir du moment où on passe chez l'orthoptiste. Les débats ont été déjà faits et refaits. La sécurité du soin s'est renforcée. Les orthoptistes savent depuis 20 ans travailler avec les ophtalmos, donc il n'y a pas finalement la mise en place de cet accès direct pour l'instant, maintenant que on a un peu de retour, ne pose pas spécialement de problème dans les équipes qu'on trouve et chez les orthoptistes qui travaillent très proches des ophtalmos. Les ophtalmos accueillent de nos retours en tout cas très bien cette notion. Après, moi, je trouve que l'avancée aussi... Est-ce que vous avez une idée un peu du volume que ça peut déjà représenter, ou est-ce que ça démarre vraiment à beaucoup d'endroits ou pas? Oui, parce on a une génération c'est
nouvelle génération d'étudiants déjà c'est rigolo, ils ne savent pas s'installer sans avoir un équipement pour tous les protocoles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà dans le DMSP ou en collaboration. Donc il y a une organisation qui s'est faite. Ça démarre. Après, c'est pas... mais ça, on se l'attendait aussi. Hein. Il n'y avait pas un intérêt aujourd'hui, 100% des Français n'avaient pas un accès aux ophtalmos, ça touche certaines zones et surtout une certaine population de 16-42 qui, comme pour tout, veulent tout de suite, tout le temps, et donc retrouvent un accès plus facile chez l'orthoptiste que chez l'ophtalmo. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que ça, dans certains domaines, ça renforce aussi l'accès aux soins chez l'ophtalmo, parce qu'on se retrouve finalement face à des patients qui... allez savoir pourquoi, ont une plus de facilité à aller s'orienter, comme les mêmes qui préfèrent aller voir un pharmacien que leur médecin traitant. Et donc, ils ont une facilité d'aller voir l'orthoptiste parce qu'ils ont l'habitude d'amener leur enfant où ils y sont allés. Et donc ça nous permet de faire ce qui était le but aussi de cette loi, c'est de l'éducation et de réorienter en fait le patient en lui expliquant que non, l'acuité visuelle, je fais ça, je vois bien, je n'ai pas besoin de lunettes pour conduire, n'est absolument pas suffisant pour vérifier sa santé visuelle et qu'un bilan régulier chez l'ophtalmo est primordial. Et donc en fait on a une espèce de collaboration comme ça où il y a des ophtalmos qu'on appelle, donc on leur dit voilà, est-ce que c'est possible ces jeunes sans urgence d'accepter des nouveaux patients. Et ça fonctionne bien. Les retours qu'on a, que ce soit côté ophtalmo, parce qu'on a eu des retours des ophtalmos qui sont plutôt contents. Mais est-ce que ça se développe a priori, d'après ce qu'on vous a dit, plutôt dans les cabinets d'ophtalmologie, dans les cabinets libéraux d'orthoptie, ou les deux à la fois? Et comment les patients sont au courant de ça, en fait, de cette possibilité? Alors, il y a eu beaucoup de presse. Il y a de la communication de la CNAM qui a été faite assez importante et le bouche à oreille est incroyable, mais les réseaux sociaux. Pas spécialement gérés par nous, mais aujourd'hui, sans le savoir, il y a des Instagrammeurs, des influenceurs qui... ils sont allés, ont vu qu'un tel, et on a eu nos premiers commentaires très tôt, au printemps, de patients ils sont venus voir l'orthoptiste en disant j'ai vu ça sur TikTok. Alors là, nous, on avoue qu'on est un peu dépassés pourtant, mais voilà, donc c'est avec le bouche à oreille. Donc chez les orthoptistes en libéral, ça fonctionne. Après, bien évidemment, il faut savoir que ça ne représente pas aussi toute la pratique des orthoptistes. Ça va monter sûrement, oui, progressivement. Oui ou pas, parce qu'on a les décrets de compétences, comme vous avez bien vu comment ça se passe, et puis il y a aussi le dépistage. On n'a pas non plus une possibilité d'augmenter nos heures de travail non-stop. Les journées font 24 heures. Donc aujourd'hui, quand vous avez déjà une activité très rééducation, exploration, vous pouvez apporter un petit peu si vous êtes équipé, mais vous n'allez peut-être pas communiquer autant. Et puis, moi, l'exemple type, j'exerce au centre de Marseille, j'ai des accès d'ophtalmo à disposition. Je ne suis pas équipée, je ne compte pas le faire. Peut-être que mon associé, mais plus pour le confort lors du bilan visuel de rapidité sur la réfraction. Mais je n'ai pas spécialement ce besoin. Et donc, moi, je suis plus orientée sur une autre partie de nos décrets de compétences. Et mon travail est essentiellement avec les neurologues, les ORL, les ophtalmologues spécialisés dans certains domaines, de la basse vision et rétine. Et ça me convient. Donc c'est vrai que c'est pas loin des 100% des orthoptistes qui vont faire de la primo-prescription. Thierry Mathieu, est-ce que vous réalisez ce dépistage et cette prescription tous les jours? Non. Ah non, c'est un dépistage. À 16 ans? On n'est pas encore dans le thème dépistage du tout petit. On n'est pas dans le thème dépistage des tout petits. Dans tous les cas, l'accès direct à la primo-prescription, c'est pour les 16-42. Donc, la cycloplégie à 16-42 systématique, non. Et le dépistage, c'est un dépistage. Hein. Donc, c'est pas un bilan, et c'est pas un bilan visuel, ça reste un dépistage, c'est-à-dire qu'on reçoit les patients, on leur dit ça va pas, et on réoriente. Donc, il n'y aura jamais de prescription faite après un dépistage. Hein.
Là, comment pour le dépistage de nouveau pour l'amblyopie et les jeunes enfants, et comment ça peut s'organiser dans un cabinet d'orthoptie libérale? Comment est-ce que les flux se créent? Alors, moi, ça fait 15 ans que je fais du dépistage, mais en étant en bilan avec tous les pédiatres des secteurs, ça fonctionne bien, et avec la PMI. Donc, j'avais déjà ce flux. On n'est plus sur du bilan, on est sur un dépistage. Ce qui a été très difficile à entendre pour les orthoptistes, parce qu'ils avaient cette impression qu'on bradait leur acte. Mais on leur a expliqué, avec l'ensemble des instances, qu'il n'y a pas de nécessité aujourd'hui à bilanter, c'est-à-dire à faire l'ensemble des examens à 100% de la population. Aujourd'hui, dans la politique, l'économie, on ne peut pas l'entendre. Par contre, un dépistage, ça fonctionne. Donc, comme nous, avant, on était obligés, parce qu'on n'avait que l'existence d'un bilan, les bilans étaient beaucoup plus longs. Donc aujourd'hui, le dépistage est un peu plus court, donc on arrive pratiquement lors d'un bilan de 30 minutes, là on les prend toutes les 20 minutes, donc on gagne un petit peu de place pour ces dépistages. Les parents sont excessivement contents. On est en train de travailler sur la communication des écrans, parce qu'en fait ils nous prennent tout notre temps sur ça. C'est-à-dire que voilà, votre enfant va bien, donc on teste la vision stéréoscopique, on teste le comportement visuel. Vous savez à quel point nous c'est quelque chose qui est pondu, qui nous donne beaucoup d'indications, parce qu'on est face à face avec le patient, et que les tout petits, on est formé en déficience visuelle, donc on a des choses qui fonctionnent bien. On passe bien sûr au plus optique, au twin, un réfracto. On fait la poursuite et on vérifie qu'il n'y a pas ni d'amblyopie, ni de strabisme ou de doute. À partir de là, on a des c'est plutôt des enfants qui sont adressés par des médecins traitants ou des pédiatres? Alors, pédiatres avant, mais ça continue. On leur dit maintenant qu'ils sont plus obligés de faire une ordonnance. Mais c'est pareil, c'est de la communication. Ils ont reçu des informations disant qu'ils peuvent. Et puis pareil, par le bouche à oreille. Moi, c'est-à-dire, dans la salle d'attente, il y a une affiche. Donc, elle amène la grande sœur, mais le petit, il l'a pas fait. D'un coup, j'ai le frère, la tante aussi là. J'ai dit tout le monde qui arrive, qui sont bilantés. Et je suis rassurée, parce que sachant que je suivais pour amblyopie la plus grande, et qu'il n'y avait pas eu, chez les cousins, cousines, ils n'étaient pas allés jusqu'à contrôler. On a fait un carton plein pour cette famille. Et donc, ça s'organise bien. Mais oui, c'est vrai que les parents... J'aime bien citer c'est là, parce que nous on disait, mais vous savez, recevoir des enfants en 15-20 minutes c'est compliqué, parce qu'à 9 mois il faut les déshabiller parce qu'on ne peut pas les recevoir, et je souris, parce que la caisse, quand on leur a dit le temps que ça mettrait, ils ont dit oui, si vous mettez trop de temps en hiver à enlever la doudoune, vous rattraperez le temps en été quand ils viennent en body. Donc autant vous dire que l'organisation du temps sur le dépistage, c'était un des travaux qu'on a fait, mais pour l'instant ça fonctionne. Et les retours sont super. Et les ophtalmos s'organisent aussi, c'est-à-dire que les ophtalmos de secteur qui ne prenaient pas d'enfants nous ont dit pourquoi. Les enfants de moins de 6 ans se sont dit pourquoi pas, ok, donc ils se sont équipés pour faire de la cycloplégie. Et après, d'autres qui étaient très spécialisés, nous à Marseille, ont pris des ophtalmos qui font pas de chirurgie, pas de traitement, mais qui font un premier accueil plus rapide avant d'aller plus loin. Et voilà. Nous à Marseille, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, et dans les petits secteurs isolés, ça se passe encore mieux, parce qu'il y avait encore plus besoin. Ludovic, tu veux dire quelque chose? C'est une question à poser. Oui. Merci pour l'invitation, Thierry. Donc en effet, je pense que c'est bien qu'on travaille en collaboration. Moi aussi, personnellement, quand je vois quand même pas mal d'enfants, c'est environ 30-35% de mon activité. Et c'est vrai que pour le coup, je travaille très souvent avec tous les orthoptistes qui sont autour. Et c'est vrai que c'est assez complémentaire. C'est vrai que souvent, la cycloplégie... je la fais assez régulièrement dès qu'il y a un doute, un moindre doute sur une potentielle amblyopie, une isométropie, dès qu'il y a des symptômes. En tout cas, je trouve que c'est quand même bien de travailler en collaboration, puisque nos travails sont relativement complémentaires. Après, bien évidemment, il y a des villes, je pense, où en fonction de la demande, en fonction du délai d'attente en ophtalmologie, peut-être que sur Marseille, les délais sont tellement courts qu'il y a une partie des enfants qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être voir l'ophtalmo, puis ensuite qui sont envoyés vers l'orthoptiste. Peut-être que vu que les délais sont courts. Pas chez l'ophtalmopédiatrie. Non, ok. L'ophtalmopédiatrie, on est toujours sur du 6 mois, non.
Ok. Oui, d'accord. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai des délais qui sont relativement corrects. Du coup, moi, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt moi qui le vois en première intention. Puis après, je lui fais le ski à colle. Et après, pour la rééducation en myopie, le cache, la fréquence du cache, là, à ce moment-là, c'est plutôt... j'envoie le patient vers l'orthoptiste pour qu'il fasse l'adaptation et le suivi. Donc, en effet, je pense que c'est bien qu'on travaille de manière collaborative, ensemble. C'est vrai que les enfants, je pense que c'est important, en effet, qu'on les suive de manière assez proche. Je trouve qu'aussi, c'est bien, c'est les PMI. Les PMI font pas mal de... Et puis même les infirmières scolaires font pas mal de dépistage. Et c'est le moment aussi où on découvre pas mal d'amblyopie, notamment même un test simple, hein, c'est là où on teste leur vision monoculaire. Il y a des enfants qui se plaignent de rien et c'est quand on leur cache un œil qu'ils se rendent compte qu'il y a un œil qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'en effet, le fait de dépister aussi les frères et sœurs, les cousins, permet de louper personne, quoi. Donc encore une fois, je trouve que globalement, le travail en collaboration entre nos deux métiers sont plutôt fructueuses. Alors, moi, pour revenir sur le dépistage, c'est clair que le dépistage visuel du tout petit posait problème. Ici, il y avait vraiment une absence. Il y avait, pour moi, un gap entre les enfants suivis par des pédiatres qui avaient un mini bilan visuel avec un passage sur leur photoscreener en pensant que c'était suffisant, plus d'études du comportement visuel, donc c'était des choses sur lesquelles il fallait travailler. La visite à l'école, c'est pas partout, c'est tard, parce que 4 ans, c'est trop tard, et effectivement, avoir à disposition une possibilité de bilan précoce, c'est une bonne chose. Après, c'est un dépistage pur. Comme disait mon collègue, il n'y aura pas de cycloplégie. Et un photoscreener, ça n'a pas 100% de fiabilité. Et dans une famille dite à risque, je ne me contenterai jamais d'un dépistage. Donc là où, effectivement, vous allez quantifier l'urgence de l'accès à l'ophtalmo, en fait, c'est un petit peu comme ça que je vois le dépistage. Soit il n'y a absolument rien et on fera un dépistage dans un temps plus ou moins long, soit il y a vraiment un problème. Et là, c'est l'importance du réseau avec l'orthoptiste et les ophtalmos, en sachant que vous avez la chance d'être dans un endroit où il y a des ophtalmos qui voient les enfants. Nous, on est 3, 4, une main dans une grande ville comme Nancy. Donc c'est quand même très, très compliqué. Et on y travaille, on forme nos internes pour qu'ils aient l'habitude de voir des enfants, donc ça va s'améliorer, mais c'était vraiment pas quelque chose d'acquis. Donc avoir créé le dépistage, donc effectivement il faut communiquer dessus, mais on a vraiment 2 groupes d'enfants, ceux des pédiatres qui étaient suivis et ceux des généralistes où il n'y avait rien. Et donc ceux-là, effectivement, je pense que c'est vers eux également qu'il faut communiquer sur ces possibilités de dépistage pour qu'ils puissent aller adresser les enfants, parce qu'eux n'ont pas forcément la culture. Après, ils font beaucoup de bilan orthoptique, et on voit justement, nous, le parcours inverse. Ça va de l'orthoptiste à nous. Il y a eu de la rééducation, ils n'ont jamais eu de cycloplégie. Ça pique encore. Ça ne devrait pas avoir lieu. Et donc l'articulation... voilà, il faut vraiment que chacun, effectivement, fasse de son chemin pour que la prise en charge soit la meilleure possible pour les enfants. Mais il y a des endroits où c'est très compliqué. Nous, on a des collègues qui revoient des enfants sous cycloplégie après le dépistage par l'orthoptiste parce que plus personne ne veut voir les enfants dans son coin. Donc, il n'a pas le choix. Ce n'est pas sa spécialité, mais c'est du dévouement et du service rendu à la population des petits. Donc, pour ça, il est quand même... il n'est pas là aujourd'hui, donc on peut le dire. Admirable, mais c'est pas simple. Donc là, je pense que ça va ouvrir une porte. Par contre, ça va augmenter les besoins d'ophtalmos qui veulent voir les enfants, parce qu'on va augmenter le nombre d'enfants dépistés, et donc il va bien falloir que nous on les voit. On voit bien qu'il y en a de plus en plus, indépendamment de la myopie qui va nous occuper beaucoup, et on va en reparler tout à l'heure, mais le besoin de consultation ne fait que croître, et on se rend bien compte qu'on en voit un. On dit, vous m'amenez tous les frères et sœurs, vous parlez aux cousins, cousines, s'il y a des enfants à naître, etc. Et la prévention, elle commence tôt. Exactement. Moi, quand je vois un gamin de 15 ans, je dis, quand tu auras des enfants, je ne serai pas là, mais il faudra qu'ils soient vus aussi petits que toi. Toi, tu n'y penses pas, mais tes parents y penseront plus tard. Et donc, la prévention, elle commence très tôt.
Alors ça, c'était la première partie, mais j'ai pas pu prendre la main tout à l'heure dans le premier élément sur la primo-prescription et le fait de pouvoir prescrire les lunettes à des gens que vous voyez en bilan. Donc pour échanger beaucoup avec une de mes amies orthoptistes, c'est clair que apparemment ça change quand même la vie de pouvoir moduler la petite prescription et que le patient n'ait pas à revenir chez l'opticien. Chez l'ophtalmo, pardon. Par contre, ils vont pas chez l'opticien pour faire cette petite adaptation, ce qui est possible dans les cas où il y a des lunettes. Donc là, il y a aussi quelque chose qui s'est pas développé comme il aurait dû. Ça, c'est sûr. Oui. Sur l'organisation, on le sait. Après, bon, malheureusement, tout ce qui est renouvellement, on sait que c'est arrivé aussi à la période Covid. Il y a eu des petites difficultés aussi de développement sur certaines choses. Maintenant, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et je reviendrai à l'inverse sur la partie dépistage prévention, c'est-à-dire que quand je parlais des écrans, c'est-à-dire formés, je vous assure que c'est incroyable le temps qu'on passe aussi dans l'interrogatoire et la réorientation, c'est-à-dire que bien évidemment, moi, comme vous dites, j'ai de la chance d'avoir certains ophtalmos autour de moi, mais un patient qui arrive, je le dépiste, je me retrouve avec un +4, je lui dis pas, amenez-moi en dépistage le grand frère. Non, si vous partez de toute la famille, ça n'a aucun intérêt. Quand on me pose la question en me disant, ah, mais mes enfants sont des grands prématurés, il faudrait que je vienne faire le dépistage, j'espère déjà que vous en avez déjà fait plus d'un, ça me rassurerait, mais en aucun là, dans ces cas-là, où je demande en attendant de faire un bilan complet pour pouvoir orienter urgemment chez l'ophtalmo, mais l'ophtalmologue sera toujours la priorité. On est vraiment dans une notion, comme je vous dis, de dépistage et surtout pas... parce que ce serait très grave. Nous, la deuxième partie du dépistage, par contre, chez l'ambliopie, c'est important. Et une deuxième chose qui est primordiale pour nous, c'est le 2 ans et demi, 5 ans. C'est parce que sur cette autre partie de notre activité de la rééducation et des troubles des apprentissages, on n'en pouvait plus de tous ces enfants qui avaient fait 3, 4, 5 ans, 6 ans d'orthophonie, 4 bilans de neuropsy, psychomote et qui voyaient double. Là, on est aussi content de se dire qu'ils vont rentrer au CP parce qu'on se connaît, hein, on a écrit sur le texte qu'on faisait l'acuité, tout ça, mais bien évidemment qu'on fait une motricité qui est pour nous primordiale dans les troubles des apprentissages. Et on est extrêmement content de se dire que ce dépistage, qui est facile pour les patients, va aussi permettre d'améliorer toute une notion d'apprentissage. Avant de passer, parce qu'il faut qu'on avance quand même, à la partie sur les protocoles de coopération avec Mme Chrétien, il y a un sujet qui fâche un peu, c'est et ça permet de faire le lien avec la première table ronde, c'est celui des orthoptistes qui étaient dans les centres de santé déconventionnés, enfin, ceux qui sont déconventionnés et ceux qui seront déconventionnés. Ça fait quand même quelques dizaines de centres de santé, ça va faire probablement 100 ou 200 orthoptistes au bas mot qui vont se retrouver au chômage. Est-ce que vous avez des retours de la part de ces orthoptistes-là qui sont un peu désemparés, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller? Alors, entre nous, j'en avais un peu avant, mais ce n'étaient pas des orthoptistes. Donc, c'était souvent des personnes étrangères qui n'avaient pas fait de reconnaissance de diplôme, puisque je connais un des personnes du centre déconventionné qui nous avait contactés et qui n'avait absolument pas eu de reconnaissance de diplôme, donc on ne pouvait pas vraiment l'aider. Après, on en a peu, bizarrement, des gens qui sont revenus vers nous. J'ai peut-être... l'idée de me dire que s'ils avaient la connaissance aussi de nos informations depuis X temps, ils auraient peut-être pas été dans ce genre de centre pour faire ce genre de pratique. Donc finalement, peut-être que ces déconventionnements, ils ont toujours pas accès non plus aux informations légales et à l'éthique dans la pratique. Donc je ne sais pas où ils sont. Mais voilà. Et parce que officieusement, par exemple pour l'Alliance Vision, les 13 centres, ça pourrait quand même concerner 300 à 400 personnes salariées. Donc plus d'autres réseaux qui sont dans le collimateur, qui peuvent aussi représenter plusieurs centaines de salariés. Donc ça va faire du monde à l'arrivée, quoi. Alors certains, effectivement, ne sont peut-être pas en exercice légal, donc ils partiront ailleurs ou à l'étranger ou ils vont retourner dans leur pays, parce qu'il y a beaucoup de praticiens étrangers, en tout cas du côté ophtalmo. Mais bon, on risque d'avoir quand même pas mal de remue-ménage dans les prochains mois, quoi. Alors moi, je vais pondérer votre propos de naïveté de l'orthoptiste employé. Moi, j'en connais. Il le savait très bien. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas dans les clous, mais la paye était tellement belle que tant pis. D'où je disais, j'ai peut-être la
je voulais pas dire la stupidité de dire que. J'ai pas osé mais moi, voilà. Mais moi, dans ma tête, c'était celui-là qui résonnait. Mais après, j'interviens avec les étudiants à Marseille, puis on a des bons contacts avec la FFE. La première chose que je dis, que l'appel des sirènes, c'est non. Quoi, je suis désolée, avec tout le respect que j'ai pour ma profession. Nous avons une formation qui est courte, et imaginez qu'on peut se permettre en sortant d'école de sortir avec des salaires de 7 000 €, c'est qu'il y a un loup. Et à un moment, il faut arrêter de se dire que c'est normal. Je n'y crois pas. Et je pense que j'ai l'espoir quand même, et on a les chiffres quand même, c'est quand même quelques poussières de gens qui ont travaillé dans ces centres, parce qu'ils travaillent souvent très peu de temps, parce qu'ils y vont, et puis ils se rendent compte que c'est pas possible, donc ils repartent. Mais il y a un turnover énorme. Et puis je dirais pas c'est bien fait, je dirais pas ça, mais je dirais qu'ils apprendront de leurs erreurs, et que je pense qu'en tant que professionnel de santé, il faut aussi qu'ils réalisent que il y a une différence entre la finance et le soin, et qu'on peut très bien gagner sa vie en faisant notre métier, mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Très bien. Bon, c'est en tout cas un dossier à suivre. Bon, on va passer au protocole de coopération. D'ailleurs, on continue à parler des orthoptistes, puisque ça concerne les orthoptistes, avec Mme Lisa Chrétien, donc de la DGOS, qui va nous présenter un peu les deux protocoles qui vont rentrer, enfin qui sont actuellement, je crois, en voie de finalisation au niveau de l'HAS, ou peut-être qu'ils l'ont déjà été. Mais après, il restera l'étape du financement qu'il faudra voir probablement avec la CNAM, et en fonction peut-être de l'évolution des négociations conventionnelles, puisqu'il faut que ça passe normalement par un avenant, quoi. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Lisa Chrétien. Donc je suis du bureau RH2 de la DGOS, pour être tout à fait précise. Donc je vais faire une présentation sur deux protocoles qui concernent effectivement les orthoptistes. Donc la transition était toute trouvée. Donc tout d'abord le protocole Muren rénové, et ensuite le protocole glaucome. Donc concernant tout d'abord le cadre légal, pour vous donner un peu la base de tout ça. Donc ça a été les protocoles nationaux de coopération ont été prévus par la loi OTSS de 2019. Donc en fait, ça a introduit la possibilité de faire ces protocoles et d'opérer donc un transfert de compétences d'activités entre l'ophtalmo d'une part et l'orthoptiste en l'occurrence d'autre part. Donc il y a des travaux d'équipe qui se développent grâce à ça. Et donc c'est une délégation de tâches qui est de personne à personne, donc un tutu personae. Je vous ai rajouté donc la référence légale pour votre bonne information en bas par rapport au décret. Donc ça, c'est un peu le cadre qui pose la situation pour les protocoles. Le protocole Muren, donc c'est un protocole qui est en phase d'être rénové, comme le docteur Bourg a dit. En l'état, il y a plusieurs améliorations qui vont arriver avec ce nouveau protocole Muren. Il y a déjà une simplification du protocole, puisqu'en fait, on va passer à l'époque, il y avait donc un protocole Muren scindé en 2 décrets. Donc en termes de lisibilité, c'était peut-être pas forcément intuitif ni évident. Là, on passe sur un seul décret. Donc il y a une simplification qui est opérée, bien sûr. Ensuite, il y a une revoyure des limites d'âge. Donc auparavant, c'était jusque, il me semble, 50 ans. Donc les 2 décrets, voilà, c'était jusque 50 ans. Et à partir de 6 ans, maintenant, il y a 15 ans qui ont été ajoutés à cela. Donc maintenant, on monte jusque 65 ans. Donc c'est de 6 à 65 ans. Et également, donc, il y a une réévaluation du modèle économique qui est prévue, effectivement, mais qui est encore en discussion à l'heure actuelle avec les acteurs. Donc là, pour le coup, je ne serai pas vraiment en mesure de vous donner plus d'indications, mais c'est effectivement dans les clous. Voilà pour les apports, on va dire, de ce protocole Muren rénové. Juste un petit rappel, il faut savoir que ces protocoles s'adressent en priorité aux zones qui sont en manque de professionnels et donc d'ophtalmologistes, pour justement venir apporter une solution à tout ça. Donc ça, c'est intéressant de le rappeler. Également, ce qui est intéressant de souligner, c'est le taux d'adhésion du précédent protocole. Donc là, on n'a bien sûr pas encore le taux d'adhésion du nouveau protocole, mais on peut vous donner des chiffres concernant le premier. Donc il faut savoir qu'en décembre 2022, pour le protocole donc adulte, il y avait 160 adhésions. Et en juillet 2023, on en dénombrait 241. Donc là, on parle bien d'équipes. Donc c'est une progression d'environ 10 équipes par mois sur le décret adulte. Donc ce qui est quand même une belle progression et ce qui montre quand même un certain engouement du terrain par rapport à ces protocoles-là. Et pour les enfants, donc on est passé effectivement en décembre 2022, 125 équipes à 200 équipes.
Donc ça, c'est plutôt prometteur et c'est pourquoi aussi le protocole est rénové pour s'adapter aux évolutions et s'adapter un peu au terrain. Donc voilà pour le protocole. Ah pardon, et j'oublie par rapport aux suites du protocole Muren. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la HAS qui va donner son avis. Il y a un travail qui est fait en amont, bien sûr, avec eux, mais là, on est en attente de l'avis, on va dire, final de la HAS, d'une part, pour pouvoir publier tout simplement les textes, et on peut espérer une autorisation d'ici la fin de l'année. Voilà pour le protocole donc Muren rénové. Il faut souligner aussi que c'est que pour le renouvellement et que ça concerne les patients qui n'ont pas de pathologie connue. Tout à fait, oui, voilà, merci. Par contre, là, c'est le glaucome, donc c'est autre chose, parce que là, il y a Et le une glaucome, pathologie. Là. C'est tout à fait différent, effectivement. Donc, tout d'abord, c'est différent dans le sens où c'est un nouveau protocole, donc c'est pas du tout une rénovation. Donc là, ça permettra aux orthoptistes de suivre des patients qui sont atteints d'un glaucome primitif à ongles ouverts stabilisé, donc c'est important de préciser stabilisé, ou d'une hypertonie oculaire simple, en alternance et à distance avec un ophtalmo. Donc là encore, ça permet vraiment de créer du lien et de faire la transition et de faire le suivi en lien avec l'ophtalmologiste, tout bien sûr. Donc c'est un protocole qui vise les plus de 40 ans et qui permet voilà, justement de créer du lien. Il y a deux aspects intéressants dans ce protocole. C'est qu'en fait, initialement, c'était je crois, un protocole organisationnel qui s'est traduit donc en protocole de coopération ici, pour justement donner un cadre, on va dire, renforcé à ce texte. Et donc, il faut savoir aussi que le protocole donc, de coopération s'appuie en fait, tout simplement, sur les travaux du SNOF. Alors, juste un mot là-dessus. En fait, Ouais. on l'avait écrit à l'époque avec la Société française de glaucome. C'est plutôt elle qui l'avait écrit. Bon, mais on était initiateur du protocole et ça a été validé aussi par le CNP d'ophtalmologie ensuite. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un travail qui a été très suivi et avec un niveau de sérieux important. Et pareil, en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'il y a une reconnaissance HAS qui n'est pas à négliger. Donc ça apporte vraiment un cadre précis et important qui peut par la suite être développé d'ailleurs au niveau, pourquoi pas au niveau locaux. Également, un dernier intérêt de ce protocole glaucome, c'est la valorisation tarifaire qui est aussi prévue, et là encore toujours en discussion avec les acteurs. Donc pour ce protocole, on prévoit également, si tout se passe bien, une publication d'ici à la fin de l'année, sous réserve d'avoir le retour de la HAS, bien évidemment. Donc c'est tout pour la présentation de ces deux protocoles. Alors, la différence qui est essentielle quand même entre le protocole et le glaucome, c'est que ça permet l'utilisation d'associer les orthoptistes libéraux en fait, alors que les protocoles organisationnels, ça se fait à l'intérieur des cabinets donc ça concerne que finalement les salariés, quoi, essentiellement. Oui, c'est prévu. Non, mais c'est prévu. Enfin, je vais répondre à notre place. C'est prévu effectivement d'avoir une uniformisation, au moins du champ visuel, parce que l'OCT il n'y est pas dedans. Je me permets juste, dans le protocole rénové, il y a aussi tout un pan de sécurisation du parcours du patient, parce que la progression que vous démontrez là sur les 6 derniers mois est essentiellement portée par des plateformes commerciales qui aident les médecins à mettre en place du RNM, avec finalement une absence de réelle équipe. C'est souvent des orthoptistes qui ne se connaissent pas. C'est un intervenant extérieur, et donc c'était aussi pour ça que ce protocole rénové est arrivé, puisque effectivement essayer d'assurer une continuité, d'être sûr et certain que le médecin qui le lit soit en capacité de voir le patient sur le bassin de vie du patient. Donc voilà, il y a ce versant-là où il y a un élargissement des capacités, mais il y a tout un versant sécurisation. Enfin, corrigez-moi, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de retours assez négatifs. Juste pour rebondir sur ça, effectivement, vous faites très bien de le souligner, et je suis allée un peu vite sur le protocole Muren. Effectivement, l'un des derniers apports, et pas des moindres, c'est de cadrer effectivement le fait que en fait il y a deux critères, c'est-à-dire que l'ophtalmologiste pourra soit intervenir 2 fois par semaine sur le lieu de l'orthoptiste, et ça permettra de créer du lien et de faire en sorte que en fait, l'ophtalmologiste est en mesure de voir le patient, ou alternativement on peut voir aussi, enfin c'est prévu par le protocole donc Muren rénové, l'ophtalmo pourra être à maximum 60 minutes du lieu d'intervention de l'orthoptiste, donc ça permettra vraiment de cadrer et de limiter, donc comme vous disiez, les dérives qui parfois nous amènent à en fait, avoir un ophtalmologiste à Marseille et avoir un orthoptiste à Lille, ce qui est en fait une aberration en termes de suivi des soins et de sécurité du patient. Merci. Oui, moi je reviens sur l'intitulé du protocole. Là. Donc ce protocole, il ne sera pas utilisable dans nos cabinets.
Parce que je vois Ouais, que normalement, l'orthoptiste doit être en alors- alternance à distance et n'exerce pas dans la même structure. Donc si on veut organiser un suivi, j'allais dire, alterné au sein du cabinet, avec les orthoptistes du cabinet, ce ne Ah, il y a le protocole sera organisationnel. pas pour ça. rémunéré. Ça sera exclu. Ouais. Ouais. Alors maintenant, mais le projet organisationnel, justement, l'objectif, donc on en discute avec la CNAM, mais c'est que, en fait, le tarif qui sera décidé, il soit à la fois applicable pour le protocole organisationnel qu'on peut faire dans les cabinets et puis le protocole à distance. Surtout que c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, en tant que soi, il y a déjà des mécanismes qui existent avec les protocoles organisationnels dans le droit commun. Pour Donc l'instant. c'est Pour deux l'instant. choses. Ouais. Et puis un glaucome est exclu des protocoles organisationnels. Donc là, on parle vraiment de deux choses. Donc c'est pour ça que j'avais tiqué aussi Non, il n'est sur pas la exclu. phrase. Non. Bah, dans un RNO, tu peux pas prendre quelqu'un qui a une pathologie. Non, mais on a des projets organisationnels glaucomes qui sont validés depuis 2019. Oui, mais qui ne sont pas rémunérés. Non, pour l'instant, non. Mais l'objectif, c'est d'avoir une rémunération commune. D'ailleurs, ça a commencé comme ça, parce qu'au début, on était en discussion avec la DGOS avant le Covid. C'était un autre monde. Et avant le Covid, on voulait une rémunération sur ces protocoles organisationnels, quoi. Et on a même failli passer par un article 51 à l'époque. Et puis finalement, ils ont dit, non, c'est pas l'article 51. J'ai qu'à discuter directement avec la CNAM après avoir un an de tergiversation. Mais l'objectif, c'est bien qu'il y ait un protocole, enfin, une facturation commune entre les deux, quoi. Un tarif commun. Alors justement, je ne sais pas comment ça passera parce qu'on peut passer par une instruction commune aussi DSS, je crois, et CNAM pour le tarif, mais normalement on est censé passer par un avenant conventionnel ou par la nouvelle convention médicale en fonction des négociations. Il y a aussi le sujet qui reste en suspens là, pour les lentilles de contact, puisqu'on parle de la primo-prescription. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez avancé là-dessus ou pas? Alors, le décret qui est, je sais, très attendu des orthoptistes sur les lentilles de contact, effectivement, est toujours en cours de travaux. Il faut savoir qu'en fait, le décret d'avril 2022, donc, qui a permis l'ouverture, en fait, qui a transcrit, si vous voulez, la LFSS 2022 sur la partie réglementaire, a permis justement, et avec couplé à l'arrêté donc de liste de contre-indications, a permis aux orthoptistes de prescrire, donc pour les 16-42 ans, des lunettes, uniquement des lunettes. Et donc on s'est gardé effectivement de publier la liste des contre-indications lentilles sciemment pour justement en fait envoyer un message, dire que non, il y a toujours des conditions qui devaient être fixées, et c'est les conditions que vous attendez et dont on parle. Il faut savoir qu'il y a des travaux qui sont en cours avec l'éducation nationale également, enfin le ministère de l'enseignement supérieur, pardon, parce que c'est une formation qui est donc sur 3 ans universitaires. Et il faut qu'on voit comment on prend ça en compte pour la formation, donc que ce soit pour la formation donc, initiale ou la formation continue des orthoptistes, parce que voilà, pour avoir longuement discuté avec tous les acteurs, il s'est avéré que la lentille finalement posait peut-être plus de problèmes ou pouvait poser plus de problèmes en termes de prescription, et qu'il y avait de là nécessité d'avoir plus de sécurité, d'où cette formation. Donc les travaux sont en cours et sont prévus, doivent se continuer sur le courant de septembre. Alors, il faudrait en même temps pas oublier qu'il y a toujours un arrêté qui en attend depuis, je crois, 2015 ou 2016 sur les caractéristiques essentielles des lentilles de contact, qui est toujours pas, qui est prévu dans le décret, mais qui est jamais sorti. Ça serait l'occasion de le sortir en même temps, et d'autant plus que ces caractéristiques essentielles ont été marquées sur le devis des lentilles de contact qui a été validé par le DGCRF en 2018, je crois. Donc j'en prends note, ouais. Mais ça, c'est vrai que vous pouvez demander à M. Boudet, éventuellement. C'est une vieille histoire qui traîne depuis des années, et que tout le milieu, la contactologie attend depuis des années, quoi. À chaque fois, on nous disait ça sera plus tard, mais bon, je pense que c'est l'occasion de le faire, quoi. Voilà, donc vous avez des questions sur les protocoles de coopération et puis ou d'autres sujets concernant les orthoptistes avant qu'on passe à la partie opticienne. Il va évoluer, puisque là, on monte sur 65 ans. Mais à ce stade, en l'état, c'est 50 ans encore. Oui, là, il y a un protocole aussi RNO qu'on appelait à l'époque protocole 5, qui est en fait l'extension entre 50 et 65 ans. Oui. Donc c'est toujours le même sujet en fait. Voir si on peut avoir une facturation, un tarif commun, quoi. Moi, je voudrais parler du protocole organisationnel pour les IVT. Donc, il y a un protocole qui a été écrit par le SNOF et par la SFO, le CNP.
donc qui prévoit dans certaines conditions très particulières de suivi de DMLA en traitant d'extend, la possibilité de faire le jour même le bilan avec donc l'évaluation de l'acuité visuelle, l'OCT en général, le fond d'œil et, si nécessaire, donc l'IVT. Et la possibilité de coter l'IVT à taux plein pour éviter d'être obligé de demander au patient de revenir le lendemain pour faire son IVT pour un problème de cotation. Donc ce protocole, il a été validé par le SNOF donc, et le CNP, et il semblerait qu'il y ait eu un accord oral lors d'une réunion, un accord oral de la CPAM lors d'une réunion, mais en fait, il n'y a jamais eu d'accord écrit là-dessus sur cette possibilité. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et nous travailler le sujet? Alors, malheureusement, je n'ai pas connaissance de ce protocole et je ne pourrais pas parler au nom de la CNAM s'il y a eu un quelconque accord entre la CNAM et les acteurs. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur ce sujet-là précis parce que je n'ai pas connaissance de ce protocole en question. Ouais, c'est un peu le sujet que j'ai abordé en fin de... tout à l'heure en fin de table ronde, c'est-à-dire qu'il y a des groupes thématiques par spécialité qui n'ont pas été remis en route. On avait commencé à en discuter, je ne sais plus quand, la fin de l'année dernière, et ça n'a pas été remis en route dans la dernière négociation conventionnelle, mais là je pense qu'enfin on espère que ça sera le cas, quoi. J'ai une question sur la responsabilité des orthoptistes. Est-ce qu'elles ont une assurance professionnelle en cas d'erreur? L'erreur peut arriver à tout le monde, et donc qui est responsable? Qui aura ce problème s'il y a un procès pour, je ne sais pas moi, une amblyopie qui était une tumeur, qui n'a pas été dépistée, qui était considérée que, je sais pas, n'importe quoi peut arriver. Donc, est-ce que vous avez une assurance professionnelle? Bien sûr, mais comme on l'a toujours eu, on a, que ça soit de la lunette cassée ou à une rééducation, surtout avant, qui provoquait des visions doubles, bien évidemment. Oui, on a après la responsabilité dans des cas très spécifiques, il n'y a pas de règle folle puisque ça c'est très large. Une amblyopie ou c'est une tumeur, il faut prendre tout le cas extrême, mais bon. Oh non, ça m'est arrivé, mais pas de mon Les contrats côté. de RCP sont obligatoires, je crois, pour tous les C'est professionnels de obligatoire, santé, hein. bien sûr, oui. Donc les assureurs, ils s'adaptent, ils savent s'adapter, ça. Du moment qu'ils peuvent facturer des prestations. Oui. Alors moi, je vais être un peu aussi désagréable. Avec tout ce que les orthoptistes maintenant peuvent faire, avez-vous encore le temps de faire de l'orthoptie traditionnelle, rééducation, etc., par rapport à toutes ces petites consultations, entre guillemets, consultations qui vont vite? Vous, j'ai compris que vous étiez engagé dans ce type de rééducation, dans la rééducation des troubles oculomoteurs, des troubles des apprentissages, etc. Mais quid de cette jeune génération qui n'est pas toujours formée aussi bien que vous avez pu l'être et qui va être demandeuse de ces prestations rapides? J'aurais aimé avoir votre position là-dessus. Alors, bizarrement, les études des étudiants montrent que les orthoptistes sont beaucoup plus intéressés à s'installer en libéral de plus en plus et à pratiquer ce qu'on appelle le cœur du métier. Certains n'aiment pas qu'on parle de ça pour les orthoptistes. Donc, c'est plutôt bien. Et les négociations qu'on a signées avec la CNAM il y a peu, qui rémunèrent plus la rééducation que certains actes. Donc, ce qui était très important pour nous, par exemple, c'était de rémunérer les champs visuels parce que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas été rémunéré, que les machines sont tombées en panne, hein, parce que ça a une espérance de vie de 10, 15 ans, 20 ans des fois. Et donc, on avait des gens qui ne s'équipaient plus ou qui ne voulaient pas réparer. Et donc, on avait des manques de prise en charge, alors que c'était vraiment des actes très spécifiques de notre pratique. Donc, cette rémunération va aider. Après, il y a quand même une évolution aussi de la pratique, surtout au niveau de la santé, de l'évolution. C'est qu'on a des tests beaucoup plus poussés. Par exemple, l'amblyopie, on a des traitements plus précoces. Les suivis sont pas comme avant. C'est rare qu'on prenne un enfant et comme avant, on le mette pendant 15 minutes à faire un petit travail parce qu'on lui met un cache, on a un suivi rapide, on a des machines qui sont plus efficaces. Quand on fait de la réfraction, qu'on vérifie, on n'est plus avec les boîtes de verre, les trucs. Donc, on a des équipements plus rapides. Pour la rééducation de l'insuffisance de convergence,
C'est pareil, on vous demande souvent de ne surtout plus mettre le nombre de séances, s'il vous plaît, sur les ordonnances, parce que c'est une aberration, ce chiffre 12. Je ne sais pas d'où il sort, et c'est complètement aberrant qu'on pense que 100% de la population française a besoin de 12 séances de rééducation pour n'importe quel type de pathologie. Mais quand il y a écrit 12, on est obligé d'en faire 12, alors que ma moyenne, c'est 6 à 8. Non, je suis obligée de suivre l'exactitude d'une ordonnance. C'est à partir du moment, les règles, c'est que l'ophtalmologue ou le médecin traitant met bilan orthoptique. C'est à nous de décider quel type de bilan on doit faire et quel type de traitement on fait, et on doit vous informer. Si par contre le médecin décide de mettre une précision sur l'ordonnance, l'orthoptiste se doit de respecter l'inscription de l'ordonnance. Et il les a peut-être cotés par contre. Non, parce que ça arrive. Mais bien évidemment que la CNAM va pas nous dire, la CPM va pas nous dire vous allez en médecin conseil parce que vous en avez fait. Mais on pourrait avoir ce souci, si tout à l'heure on parlait de la responsabilité, de dire aujourd'hui que s'il y a le moindre problème avec un traitement, qu'un patient dise écoutez, moi je suis pas d'accord avec l'orthoptiste, le médecin m'avait dit que j'en avais 12, elle m'en a fait 8, il y a un souci. Donc s'il vous plaît, ne le mettez pas parce que nous on n'a plus besoin de demande d'accord préalable, donc on fait le nombre de séances qui est suffisant. Alors déjà, il n'y a aucun intérêt. Je vous assure que j'adore mon métier, mais je ne vois pas l'intérêt. On ne prend pas 50 patients à la fois. Donc rééduquer un patient qui n'en a pas besoin, je suis désolée du terme, mais je m'ennuie très rapidement. Donc je ne vais pas prendre quelqu'un qui n'en a pas besoin. D'ailleurs, on est limité à 20, et après il faut demander à refaire une demande d'accord préalable pour demander. Donc oui, ça m'arrive de faire 40 séances de rééducation. Oui, j'ai des traumas crâniens très lourds, moi, parce que j'ai une spécialité particulière. Donc, je ne fais que ça. Oui, je suis plutôt à 40 par semaine. Par contre, si demain... alors que le problème, ça c'est vraiment, on est dans une discussion de santé, je me retrouve à faire 15 séances de rééducation à quelqu'un qui a 30 ans et ça n'évolue pas pour une insuffisance de convergence, j'ai raté quelque chose à mon avis, hein, donc c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai qu'il y a certaines c'est historique, je sais pas pourquoi, il y a ce chiffre 12 qui sort à longueur de temps, et il faut pas, parce que je vous assure qu'on a fait des tests, les moyennes c'est plutôt... selon l'âge, c'est 8 à 10 ou 6 à 8 séances. Mais j'ai des patients qui me disent non, le docteur a dit 12. Je m'ennuie après, je vous assure. Bon. Non, vous mettez bilan orthoptique. Vous mettez bilan orthoptique. La plupart des gens mettent rien. Je vais être... Non, ça c'est peut pas être vrai. très limité. Il y a une limite. Et je vous assure que la discussion de est-ce qu'on a encore le temps de faire de la pratique, s'il vous plaît, ne pensez pas un instant qu'on est des praticiens spécifiques, particuliers. On est des professionnels de santé, on a fait une formation aux professionnels de santé, on a été formés par des ophtalmos, par des médecins. Quel serait notre intérêt aujourd'hui d'aller faire des actes qui n'ont aucun intérêt pour le patient? Quel patient aurait une envie de venir 2 fois par semaine chez l'orthoptiste pour faire un soin dont il n'a pas besoin? Nous, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est que quand il y a écrit bilan orthoptique plus 12 séances de rééducation, c'est comme si un médecin généraliste mettait ordonnance pour analyse d'urine plus prendre ce médicament. Mais si l'analyse d'urine elle est bonne, pourquoi on va prendre ce médicament? C'est complètement aberrant de se dire qu'aujourd'hui vous demandez un bilan orthoptique mais qui donne un diagnostic orthoptique, mais vous avez déjà décidé quel traitement il faut faire. Ça nous paraît fou. Donc en fait, les règles, c'est comme ça, hein, c'est dans la NGAP, et c'est dans vos règles, vous devez prescrire un bilan orthoptique. Pas dire bilan neurovisuel, parce que c'est pareil, on m'écrit un bilan neurovisuel, les gens prennent 1h30 la séance, et j'arrive, ils voient double. Je vais lui faire un bilan neurovisuel, je vais le prendre 1h30 alors qu'au bout de 10 minutes, j'ai vu qu'il voyait double. C'est une aberration. Donc là, dans ces cas-là, si j'ai bilan neurovisuel, je suis dans l'obligation de coter un bilan neurovisuel. Donc je fais quoi? Je lui dis que je vais coter un AMY30, mais je le garde 10 minutes ou je le garde quand même 1h30 parce que je culpabilise. Alors que si on me met bilan orthoptique simple, je le garde une demi-heure, je lui fais un bilan orthoptique simple et je fais des économies de temps et d'énergie et d'argent au niveau de tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est pas du tout une volonté d'aller prendre 60 patients. Il faut qu'on avance un petit peu. Là. On va passer Monsieur Mathieu Gerbert qui va nous parler des opticiens mobiles, de Rhodes et puis d'expérimentation en EHPAD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait notre ministre délégué à la Santé, Mme Firmin Baudot, était avant députée. Elle avait poussé, je
je crois, fin 98, il me semble, une PPL qui visait à permettre aux opticiens de faire des réfractions en EHPAD. Et finalement, ça s'est transformé en une expérimentation qui a démarré avec beaucoup de retard, puisqu'il y a eu le Covid entre-temps. Et je crois que ça a dû commencer fin 2021, il me semble. Janvier 22. Dans deux régions. Voilà. Je vous laisse. Je crois que vous avez des diapositives d'ailleurs. Voilà. Dessus. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci au SNOF pour votre invitation. Alors pour préciser, donc oui, ROAD, c'est un collectif, c'est le regroupement des opticiens à domicile avec l'objectif de rassembler les opticiens qui exercent en mobilité pour garantir une éthique, pour s'assurer de partager des bonnes pratiques et puis canaliser aussi les idées avec un projet dont on parlera tout à l'heure. Donc quand on parle d'accès aux soins pour tous, ce qu'on disait tout à l'heure dans la première table ronde, il y a des patients qui peuvent se déplacer et il y a des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut toujours le regarder avec ce prisme-là. En effet, la loi sur la réfraction en EHPAD a abouti à la mise en place d'une expérimentation qui a démarré en janvier 2022 et qui s'arrêtera en décembre 2024, qui se passe sur la région Normandie et Centre-Val de Loire dans les EHPAD et qui permet aux opticiens de faire la réfraction complète auprès d'un patient qui se trouve en EHPAD. Les opticiens, ils ont répondu présents de tous bords sur ces deux régions pour pouvoir s'impliquer et s'investir dans cette mission-là. C'est un point important à souligner. Et les opticiens interviennent et travaillent beaucoup en équipe pluridisciplinaire, puisque autour d'un patient en EHPAD, il y a la famille, il y a le médecin coordonnateur, il y a les IDEC, il y a les responsables légaux, parfois des mandataires judiciaires. Et donc, ils travaillent déjà en équipe pluridisciplinaire, et c'est aussi à le souligner, et ils sont engagés sur ce sujet. Alors, les principaux enseignements, je vous les ai mis en quelques chiffres à mi-parcours, puisqu'on est à mi-parcours. Les chiffres datent sur une étude qui a été faite, qui est rétrospective, qui est multicentrique et qui est descriptive, sur 1517 patients en EHPAD dans sur 1517 résidents dans 53 EHPAD différents. Et l'enseignement est qu'on a 45% des résidents qui ont un trouble de la vue qui est mal corrigé ou qui n'est pas corrigé, avec la conséquence associée, puisque maintenir une bonne vision pour ces publics-là, c'est l'autonomie, une meilleure autonomie, une meilleure inclusion sociale et une meilleure qualité de vie au quotidien, pour les patients, pour les équipes de professionnels de santé qui travaillent auprès de ces patients et pour les familles également. Et la conséquence d'une mauvaise vue, vous connaissez toutes les conséquences. Alors, nous, ce qu'on a proposé, parce qu'on a fait des recommandations sur ce sujet-là, c'est d'instaurer des actions de prévention en santé visuelle, donc obligatoirement, en tout cas pour ces patients-là, avec éventuellement un bilan d'entrée visuel obligatoire à l'entrée dans les EHPAD. Quand on regarde 45% des patients qui ont un trouble de la vue non corrigé ou mal corrigé, on a vu dans cette étude-là qu'on a pu équiper 31% des patients ont pu bénéficier d'un nouveau équipement correcteur. Et ça lui a permis aux patients d'améliorer sa qualité, son acuité visuelle. Il y a eu un très haut niveau de satisfaction de la part des familles, de la part des équipes médicales et de soins, puisque finalement, dans les EHPAD, les médecins coordonnateurs, les IDEC, en lien avec les familles, en lien avec les comités de vie dans les EHPAD, sont au fait et regardent ça de manière très factuelle. Quelqu'un qui voit mieux va mieux se nourrir. On parlait d'ergothérapeutes, d'ostéopathes tout à l'heure, mais les ergothérapeutes interviennent beaucoup dans les EHPAD et constatent que les patients qui voient bien, sont plus disposés aussi à être plus mobiles et donc à faire des activités, ce qui maintient aussi l'autonomie. Et donc, c'est un vrai sujet. Une conséquence finalement de cette expérimentation qui est partagée avec certaines ARS pour avoir vu certains comptes rendus, c'est en effet le problème de l'accès à l'ordonnance, puisque finalement l'opticien intervient dans un établissement médico-social, l'EHPAD en l'occurrence, dans ces deux régions-là, et qu'est-ce qui se passe quand on a fait une réfraction et qu'on a fait un bilan ? Il se passe que, comment est-ce qu'on fait derrière pour que le patient puisse s'équiper ? Puisque vous voyez qu'il y a 45% des patients qui là ont un trouble de la vue qui est pas corrigé ou mal corrigé et qui nécessiterait une correction. Il y en a 14% dans cette étude-là qui ont montré qu'ils n'avaient, finalement, ils sont toujours dans le flou, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une difficulté à avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, ou une difficulté en tout cas à avoir une ordonnance. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, comme disait Marguerite Cazeneuve, on a des complémentaires santé qui coûtent cher à partir d'un certain âge. Et en EHPAD, il y a des gens qui ont des complémentaires santé,
dans les EHPAD principalement privés, mais dans les EHPAD publics, il y en a qui n'ont pas de complémentaire santé ou des complémentaires santé couvrant très peu la prise en charge d'un équipement. Et donc, c'est une vraie problématique, puisque dans le non-recours aux soins, il y a la partie financière. Même si le 100% santé existe, il faut quand même une complémentaire santé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Du coup, la recommandation qu'on fait, c'est de permettre vraiment d'autoriser, en tout cas, la réfraction en dehors d'un magasin, puisqu'elle contribue à permettre à des gens qui ne sont pas mobiles, qui ne peuvent pas se déplacer. Ces gens-là ne sont pas, parenthèse faite, uniquement en EHPAD. Ils se trouvent aussi à domicile, puisque les publics en perte d'autonomie ne sont pas que dans les EHPAD. Et avec le développement de l'approche domiciliaire de toute la filière de la silver economy, fait qu'il y a quand même des besoins de prise en charge sur les lieux de vie. Le handicap également. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de permettre la réfraction en dehors d'un point de vente. Pourquoi ? Parce que les professionnels de santé qui se déplacent sont ceux qui sont autorisés déjà à le faire dans les magasins d'optique pour la profession d'opticien. Et les technologies, que ce soit l'autoréfractomètre ou la lunette d'essai, peuvent être parfaitement déplaçables. Et les conditions de l'examen, notamment en EHPAD, on a pu le voir, ça se fait soit en chambre individuelle, soit dans des salles qui sont dédiées à la prise en charge de la vue, à la prise en charge de soins, par exemple, ambulatoires. Et donc, on garantit la confidentialité et l'hygiène, puisqu'il y a des normes strictes applicables dans les EHPAD pour l'hygiène. Et enfin, on a pu regarder que 86% des patients dans cette cohorte de 1517 résidents vus dans 53 EHPAD n'ont pas de suivi régulier avec un ophtalmologiste. D'accord ? Et donc, en absence de suivi médical de la santé visuelle de ces patients-là, amont et pendant qu'ils sont présents au sein d'un établissement, et l'absence de dépistage de pathologie oculaire amont, qui pourrait peut-être nécessiter une prise en charge médicale, mais vous êtes meilleur sur le point de vue. L'objectif du coup et du projet que l'on porte avec ce collectif d'opticiens qui sont spécialisés pour intervenir à domicile, avec les restrictions actuelles qui existent dans le cadre de la réfraction, mais ils peuvent intervenir dans plein d'établissements, ils le font aujourd'hui, et à domicile lorsque le patient a une ordonnance valide. L'objectif, c'est d'encourager la délégation de tâches en se disant, mais en fait, ok, on fait une réfraction, il y a des besoins qui nécessitent d'être pris en charge, et quelle est la continuité des soins, où va la suite? Et l'idée que l'on propose, alors on peut peut-être passer sur la slide d'après, c'est de proposer l'ouverture de la téléexpertise entre un opticien et un ophtalmologiste pour les opticiens qui vont se déplacer auprès de publics et d'une population cible. Alors, on l'a catégorisé, la population cible qui pourrait être prise en charge selon la téléexpertise entre un opticien qui se déplace et un ophtalmologiste, donc la téléexpertise de manière asynchrone, c'est les bénéficiaires de l'APA, de l'association de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, les personnes de GIR1 à 5 et les personnes qui sont en ALD. En clair, les personnes qui n'ont pas de facilité directe ou indirecte à pouvoir se déplacer. Et le système, il est simple, et il n'y a pas grand-chose à commenter. Vous le connaissez déjà à travers les protocoles que vous avez avec le Muren, avec les orthoptistes, mais un patient, une famille, un EHPAD travaille avec est pris en charge dans un établissement, et l'idée, c'est que l'opticien puisse faire l'examen de la vue, donc la réfraction, chose qui est en cours d'expérimentation sur ces deux régions, prendre la tension intraoculaire et faire la photo de la rétine pour envoyer ces données sur une plateforme à un médecin ophtalmologiste qui, de manière asynchrone, pourra allouer du temps pour ces patients-là, au moment où il peut allouer du temps pour ces patients-là, et pourra revenir vers le patient, la famille, le médecin coordonnateur de l'établissement, et s'il y a besoin d'une prise en charge, eh bien, on pourra le prendre en charge. Il y avait une étude qui a été faite par le CHU de Caen et de Rennes, notamment, qui montrait que globalement, il y avait à peu près une vingtaine de pourcents de patients qui nécessitaient ensuite une continuité des soins. Et là, l'opticien peut jouer ce rôle de coordinateur, puisqu'il le fait déjà dans les zones, et on a pu le voir avec notre collectif, dans les zones où il y a l'expérimentation. C'est-à-dire quoi, la coordination? Il y a une problématique, écoutez, je vais essayer de vous trouver un contact avec l'ophtalmo. On va essayer de se déplacer vers l'ophtalmo. Et ça, c'est essentiel. Et les bénéfices escomptés, ils sont doubles. Ils sont pour les patients, premièrement, c'est un point essentiel, puisque si on amène la prévention au cœur des territoires, il faut bien s'appuyer sur les professionnels de santé. On a bien vu qu'il faut de la disponibilité des professionnels de santé. Je pense que là-dessus, les opticiens professionnels de santé sont disposés à le faire dans des bonnes règles éthiques, puisque pour la mise en place d'une téléexpertise, il faut un protocole, il faut une organisation et une population cible. Et ça, c'est faisable en travaillant avec l'ensemble des parties. Ça ne nécessite pas de déplacement fastidieux. Il faut savoir que quand on déplace un patient, c'est fastidieux pour la famille, pour le patient lui-même déjà,
pour la famille et pour les équipes médicales et de soins qui sont quand même sous très forte tension. On parlait tout à l'heure des infirmières, mais les établissements médico-sociaux et de santé, tout confondu, ils sont quand même sous tension de personnes disponibles pour cela. Enfin, on facilite l'accès à la santé visuelle. Et on améliore aussi la qualité de vie des personnes. Et pour les professionnels de santé, eh ben, on libère aussi du temps médical pour se consacrer au diagnostic, notamment les ophtalmologistes, puisque sur la partie téléexpertise asynchrone, ben, ils peuvent allouer du temps quand ils le désirent, quand ils le souhaitent, pour pouvoir faire cela, versus une téléconsultation, par exemple. On diversifie l'exercice professionnel et puis on crée aussi de nouvelles synergies entre les opticiens et les ophtalmos, puisque dans le transfert d'informations, il est essentiel de toujours fluidifier l'information qu'il peut y avoir entre les opticiens et les ophtalmos. Et si on fait de la téléexpertise, je pense qu'il y a des bons protocoles à inventer pour que tout le monde puisse collaborer ensemble au bénéfice direct du patient. Bon, je pense que ça va faire un petit peu réagir. D'autres, Mme Chrétien, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste quelques remarques concernant ce qui a été dit. Juste pour rappeler un peu le cadre, parce que j'ai suivi cette expérimentation de très très près également. La loi 2019, en fait, ouvre ça non seulement aux opticiens, enfin en fait, ouvre ça à tous les opticiens. Là, M. Gerbert nous fait une présentation par rapport aux opticiens en mobilité, mais c'est ouvert vraiment à l'ensemble des opticiens, donc des 2 territoires concernés, à savoir Centre-Val de Loire et Normandie. Une deuxième remarque, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des difficultés par rapport à la... Donc il y a une réfraction qui est opérée en EHPAD, plus un renouvellement, si nécessaire. Il faut aussi rappeler que le droit commun permet à l'opticien de délivrer, à la demande du patient ou du médecin, des dispositifs, donc des lunettes, là où le patient réside. Donc potentiellement, le patient en EHPAD. Donc ça, c'est quelque chose à rappeler. Pardon ? Oui. Non, délivrer l'équipement optique. Délivrer l'équipement optique, oui. La réglementation le permet. Oui. C'est pas déterminer la réfraction. Non, c'est pas. Non, on parle pas de la réfraction. Là, je vous parle bien de la délivrance du dispositif. Donc les lunettes. Voilà. C'est ça. Mais ça peut s'articuler. Ce que je vous explique, c'est que ça peut s'articuler avec cette expérimentation, puisque finalement, là, la réfraction va être faite, et M. Bourg me reprendra, mais sous son contrôle, va être faite dans le cadre de l'expé par les opticiens dans ces EHPAD. Et après, effectivement, s'il y a un problème de délivrance, l'opticien pourra bien sûr revenir, et ça, c'est dans le cadre du droit commun, donner, effectivement, très concrètement, la lunette à la personne. Ça, c'est donc un point d'éclaircissement, on va dire. En termes de, dans le cadre, alors, lié à l'expérimentation, pour être tout à fait franche, le patient ne va pas avoir pléthore de choix, puisque c'est les opticiens qui sont participants à l'expérimentation qui vont se déplacer. Et effectivement, le patient qui est en EHPAD ne pourra pas forcément avoir le choix entre 30 opticiens, puisque l'expérimentation reste limitée. Voilà, et tout le monde ne sera pas forcément participant à ça. Après, là, il faut bien rappeler que c'est 3 ans d'expérimentation, et après, ça pourrait être généralisé. Donc là, on est encore en stade, si on peut dire, au stade initial, presque. Donc la question pourra sûrement se poser par la suite, savoir dans quelle mesure le patient en EHPAD, si c'est généralisé bien sûr, pourra avoir un certain choix dans son praticien, ce qui est normalement un droit. Hors de l'expérimentation, c'est illégal, tout à fait. Voilà. D'où l'importance de l'expérimentation, justement, pour avoir un cadre très précis de référence. Et là, justement, on essaye de malheureusement, les initiatives privées se développent, comme vous le savez, très très vite. Malheureusement, la réglementation ne peut pas suivre, ou du moins suit difficilement. Là, voilà, on essaye de faire une expérimentation dans un premier temps pour après voir pour une généralisation. Malheureusement, il y a des initiatives privées qui contournent la loi, voire la violent. Les ARS sont très vigilantes. Moi, personnellement, je reçois des mails tous les jours, toutes les semaines plutôt, des ARS parce qu'elles sont très vigilantes là-dessus. Il y a des nouveaux projets chaque jour, pour être tout à fait honnête. Donc les ARS contrôlent. Elles procèdent à des rappels dans un premier temps, souvent pour faire un peu, si je puis dire, presque de la pédagogie envers les acteurs. Et après, elles ont la possibilité de sanctionner s'il y a un enfreinement de la loi ou de la réglementation. Je vais répondre à madame une seconde, rapidement.
quand un patient dans un EHPAD fait faire un examen de vue par un opticien, qui est théoriquement, normalement, apparaît sur la liste de l'ARS, par exemple Centre Val-de-Loire, ils sont 39 opticiens référencés pour l'ensemble des EHPAD en Normandie. Alors la liste est disponible publiquement sur l'ARS de Centre Val-de-Loire, alors je vous parle des deux départements qui sont des deux régions concernées. Centre Val-de-Loire, la liste est disponible publiquement, pas sur la Normandie. 35, moi j'ai eu 35, une quarantaine d'opticiens. Et je l'ai demandé à la Normandie, ils n'ont pas voulu me la fournir. Bon, enfin qu'importe. C'est pas parce qu'un opticien est venu faire un examen de vue que le même opticien doit délivrer. Là, les deux actes sont vraiment dissociés. Alors évidemment, l'un dans l'autre, on sait comment ça se passe, mais en réalité, non, mais je ne fais pas de déni. Il se trouve que c'est pas parce qu'on fait l'examen de vue qu'on est obligé de délivrer. C'est une information qu'on peut faire passer. Après, sur le rôle que jouent les ARS, j'aime beaucoup ce que vous dites. La réalité, c'est qu'en fait, les ARS pour les joindre, c'est compliqué. Sur les contrôles en mobilité, je suis mort de rire, parce qu'il n'y a pas que l'expérimentation en EHPAD. C'est-à-dire qu'on peut aller, il paraît que tout à l'heure, on va parler des règles professionnelles. Bon, mais la mobilité, combien de fois on a envoyé des dossiers aux ARS, à la CNAM, à la DGOS, sur les dérives qui sont en train de se faire aujourd'hui sur la mobilité. Alors, je ne parle pas que de l'opticien mobile, il y en a, hein, on ne va pas se mentir, mais il y en a sur toute forme de mobilité. Hein. Les camions, il est écrit en gros, examen de vue sur les camions. Il se passe quoi? Rien. Ça fait 18 mois qu'on dit oui, mais c'est compliqué parce que vous comprenez, c'est mobile, donc par principe, c'est difficile. Il suffit de prendre rendez-vous avec eux, on sait où ils sont, et de regarder le camion. Donc ces gens-là ne respectent pas le code de la santé publique. Ils ne respectent pas le code de la sécurité sociale. Ils ne respectent même pas le code, la loi 2005, alors qui ne nous concerne pas tous, mais je la connais, donc la loi sur l'accès aux chances pour tous, et notamment l'accès aux handicapés, parce qu'aller grimper dans un camion en fauteuil roulant, et quand vous êtes dans le camion et qu'il faut respecter le cercle d'1,50 m pour pouvoir faire tourner le fauteuil, donc c'est juste pas possible. Et puis là-dedans, vous mettez plus les machines quand il y a le cercle, ça continue. Et alors maintenant, on a une télémédecine, une téléconsultation, je sais pas, une espèce d'imbroglio, où on se retrouve avec... je vais le citer, hein, parce que je crois qu'on va tous être d'accord. Simoptique, par exemple, il y en a d'autres, il ne faut pas en citer qu'un, c'est comme les marques alimentaires, parce qu'on parle du commercial, là, qui se retrouvent dans les galeries commerciales, entre le vendeur de fenêtres et puis le nettoyeur de toiture, on passe pour on fait du colportage et toute la santé visuelle en pâtit. Que ce soit l'opticien qui est là, on ne sait même pas si l'opticien au passage, que ce soit d'ailleurs finalement l'examen visuel dont on a l'impression que ça n'a plus aucune valeur. Et on se demande, nous, depuis 18 mois, les opticiens, Stéphane, je suis devant toi, mais je ne sais pas si tu me confirmeras ou pas, on dépose des dossiers, on tire les sonnettes d'alarme, on dit, il faut arrêter. On a tout un tas de règles déjà, des armes dont on peut se servir pour arrêter cette dérive. L'une des solutions peut être, on est d'accord ou pas, on n'en a même pas discuté avant, mais qui peut être ça. Et puis la télé-expertise, téléconsultation, là aussi, c'est un terme, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, parce qu'on mélange tout. Alors là, récemment, il y a un opticien qui a eu une initiative, super, on parle de téléophtalmologie. Ben, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, la téléophtalmologie. Sachant que juste un petit point sur la téléophtalmo et la téléexpertise, pareil, dans le cadre de ces montages-là, quand le médecin est impliqué, il peut être potentiellement poursuivi pour participer à ce genre de dérive également. Bon, voilà, il y a des outils, mais comme vous le dites, il y a des outils. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais à Madame Cazenave tout à l'heure, qui parlait de cerveau droit, cerveau gauche. Je dis, allez-y. Débranchez le cerveau, allez-y, les professionnels de santé n'attendent que ça, qu'on puisse dire, parce que finalement, nous, syndicats, nos opticiens de terrain, disent, en fait, vous foutez rien, vous servez à rien. Et donc finalement, vos interlocuteurs, qui sont nous, demain, on n'existe plus, puisqu'on n'a plus d'adhérents. Donc il faut qu'à un moment, si on veut faire du nettoyage, il faut y aller, hein. Il ne faut pas hésiter. Et puis peut-être qu'il y aura des dégâts collatéraux. C'est possible. Mais à un moment, je crois que si on veut être respecté, il faut qu'on soit respectable et les pouvoirs publics doivent y aller. On a un article 7 dans la convention CNAM avec les opticiens. On marche dessus. On s'essuie les pieds dessus. C'est un article qui régit l'itinérance de l'opticien. Voilà. On s'essuie les pieds dessus. Et c'est pas très compliqué à faire respecter pourtant. Et ça nettoierait beaucoup de choses. Quand on fait de la téléconsultation, on a un orthoptiste. La circulaire 32-2021, je crois, qui dit que l'orthoptiste qui est de l'autre côté de la téléconsultation doit être connu du patient et l'avoir vu dans les 12 mois précédents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune
en gros, hein, je pense. Il n'y a aucune téléconsultation qui devrait pouvoir se faire. En gros, aucune expérimentation qui soit sur le territoire. Donc, et en fait, je n'entends aucune mesure, sanction, alerte, mise en œuvre. Par contre, on a fait des télécommuniqués à nous. Par contre, pour venir nous contrôler sur la bonne application du 100% santé, en comptant le nombre de montures, en appelant les clients pour savoir si le devis est bien signé, et nous impacter 2,5% de notre chiffre d'affaires, là, il y a du monde. Donc moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, et que les contrôles, je ne suis pas contre, il en faut, et je ne dénonce pas les contrôles de la Sécu sur le 100% santé. Mais à un moment, il faut un contrôle sur tout. Il faut pas s'arrêter. Hein. Faut envoyer. Vous manquez de personnel, mais il faut y aller. J'ai posé la question de quel équipement disposaient les opticiens qui étaient autour de cette visio, qui voulaient intervenir donc dans les EHPAD de Normandie, et c'était uniquement des montures d'essai. Il n'y avait aucun autoréfractomètre portable. Et donc, j'aurais demandé comment ils allaient faire des réfractions aussi complexes dans des conditions comme ça. C'est un témoignage que je suis en train de faire. Hein, c'est pas, voilà. Donc, j'étais un peu voilà, je critiquais un peu quand même la démarche, même si c'était louable, le texte de loi, de vouloir aider nos aînés. Deuxième commentaire, l'espérance de vie, malheureusement, en EHPAD est de 3 ans. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent qu'avant l'entrée en EHPAD, d'avoir une consultation d'ophtalmologie quand ils sont encore en situation d'en bénéficier. Et si renouvellement il y a, à ce moment-là, oui, vous intervenez. Mais vous intervenez dans des conditions compliquées, dans un environnement qui n'est pas le vôtre, avec un équipement qui n'est pas adapté. Donc voilà, ça c'est un témoignage. Juste pour vous répondre très brièvement sur les remarques que vous faites, qui sont en fait très pertinentes dans le sens où on a eu quelques retours du terrain, donc de la Normandie, mais également du Centre Val-de-Loire. La question de l'équipement est très souvent revenue, pour ne pas dire systématiquement. Donc là, c'est un point qu'on a, nous, bien noté. Donc si généralisation il y a, fera l'objet sûrement d'une évolution. Voilà, le but, après, là encore, de cette expé, c'est de vraiment voir ce qui pêche, ce qui peut être amélioré et ce qui est utile. Là, vous disiez, effectivement, vous mentionnez la durée de vie, si je puis dire, moyenne du patient qui entre en EHPAD, qui est 3 ans. Effectivement, aussi une réflexion à mener sur est-ce que finalement l'intervention en EHPAD a du sens, est-ce que c'est possible et est-ce qu'on peut en tirer des bénéfices pour le patient. Ça, c'est une chose. Après, une autre chose, c'est que, donc là, c'est en EHPAD. Il faut savoir aussi que nous, on mène des réflexions aussi en interne pour éventuellement avoir d'autres lieux, si je puis dire, où ça pourrait être pertinent. On a commencé par l'EHPAD, on aurait pu commencer ailleurs. Voilà, ça, c'est pas non plus exclu du débat. Donc pourquoi pas viser d'autres lieux où les gens ne peuvent pas facilement se déplacer. Je vais juste répondre, s'il vous plaît, au monsieur qui me posait la question sur les équipements. Donc la préconisation qui est faite pour tous les opticiens qui interviennent sur la Centre Val-de-Loire Normandie, c'est en effet d'avoir un autoref, parce qu'en effet, les troubles cognitifs, c'est important. Et il y a une liste qui existe, lunettes d'essai, boîtes d'essai, frontovocomètre. Voilà, ils doivent avoir des équipements qui sont disponibles, qui sont mobiles. Et la préconisation qu'on a faite rejoint ce que vous dites, puisqu'en effet, le bilan d'entrée en EHPAD pourrait devenir alors obligatoire. Je ne sais pas si on peut avoir ça obligatoire et forcer les patients à le faire, mais en tout cas qu'il soit fortement recommandé avant l'entrée en EHPAD. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, en effet, la proposition qu'on fait pourrait éventuellement convenir. Non, mais on est bien. Et alors, c'est précisément tout à l'heure ce qui a été dit dans la présentation des slides, c'est que une fois qu'on a fait l'examen de vue, on est en discussion pluridisciplinaire. L'idée n'est pas. Je pose une question là. Oui. Non, mais tout n'est pas parfait. Là, c'est une expérimentation et l'idée, c'est quand même d'être en discussion pluridisciplinaire avec les autres. Effectivement, quand on a une personne âgée en EHPAD, on est généralement, faut l'avouer, en pluripathologie. Donc, il faut aussi discuter avec les personnes qui sont dans l'EHPAD, qui vivent la personne au quotidien, parce qu'il y a des personnes âgées qui préfèrent marcher dans le jardin, puis il y a des personnes qui font du sudoku toute la journée, puis il y en a qui sont sur leur télé et qui nécessitent, il faut faire un choix. Et donc, effectivement, c'est tout l'intérêt, la discussion pluridisciplinaire pour choisir avec les autres personnes, la famille, avec les personnes, les soignants, quel est le meilleur équipement possible. Parce que c'est un fait qu'on ne répondra pas à tous les besoins qui sont donnés par la pluripathologie. Anne-Sophie, il y a une question S'il vous plaît. Oui, alors, juste pour répondre sur ce point-là, c'est clé. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que tout est à construire? Oui, puisqu'on part du besoin patient. Il y a des patients qui peuvent se déplacer, d'autres pas.
Et il faut arriver à justement avoir un travail coordonné entre l'opticien qui travaille vraiment en délégation de tâches avec l'ophtalmo, c'est clé. En tout cas, les opticiens, il y a une chose qui est très très importante, je pense, à dire, c'est qu'il y en a les opticiens, ils sont professionnels de santé, et il y en a quand même beaucoup, il y a toujours une minorité qui peut-être est critiquable, comme dans toute profession, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent s'impliquer, et tous ceux qui s'impliquent dans l'expérimentation sur le centre Val-de-Loire, qui s'impliquent auprès des publics fragiles, ils sont formés, ils sont accompagnés, ils sont complètement insérés, comme disait M. Verdier, dans l'équipe pluridisciplinaire. Ils ne vont pas vers un patient comme ça, et ils apprennent, et ils en sont contents de le faire. Et je pense que c'est plutôt encourageant de se dire qu'il y a des professionnels de santé qui, aujourd'hui, acceptent aussi de le faire. Et je vais souligner un point important, c'est que l'opticien qui, aujourd'hui, intervient dans ces zones Centre Val-de-Loire et Normandie, il n'est pas rémunéré pour. Il est rémunéré pour rien. Donc, quand il voit 10, 15, 20 patients, il n'est pas rémunéré. Et est-ce qu'il force à la vente ? Celui qui force à la vente, à votre avis, va-t-il rester longtemps dans un établissement ? Non. Va-t-il pas avoir un problème ? Si, et des contrôles, il y en a, puisque au sein des regroupements des opticiens à domicile, je peux déjà vous dire qu'il y a eu déjà pas mal de contrôles d'ARS. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Je ne suis pas à même de juger, mais il y en a déjà eu. Et l'objectif, c'est ne pas cornériser, c'est de créer justement des passerelles, et je pense que c'est clé. Et il faut avoir aussi le regard sur des opticiens qui sont engagés aussi pour pouvoir s'insérer et aller travailler avec ces publics-là. Et ce n'est pas toujours facile, comme ça peut être auprès du handicap. Et ça, c'est un point essentiel. Il y a encore une question, là, puis après, on passera à la suite. Oui, hein. il faut se battre pour prendre la parole. Oui, j'ai récemment récupéré des patients qui avaient été suivis dans une filière que j'ai découverte, qui avaient répondu à une annonce qui paraît quand même dans les dernières nouvelles d'Alsace, donc à Strasbourg. L'annonce est assez grosse dans la page, je l'ai récupérée. L'annonce, ça s'appelle les opticiens à domicile, large choix de montures, verre made in France, examen de vue à domicile, 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Il y a même le nom de l'opticienne. Et donc, ces patients bénéficiaient d'une réfraction, manifestement d'une photo du fond d'œil, et ils ont récupéré leur ordonnance sur une plateforme espagnole. Donc, j'ai vu le compte-rendu du médecin espagnol parce qu'il y avait en fait une pathologie. Donc, le docteur Julio González Lopez de Madrid, donc, qui écrit « J'ai été chargé d'analyser vos examens ophtalmologiques par télémédecine ». Et donc, qui décrit la photo du fond d'œil et qui incite le patient à consulter un ophtalmologiste. Et donc, j'ai bien vérifié, ces patients n'avaient été vus que par cette opticienne à domicile. Donc, je voulais savoir si vous avez connaissance de ces pratiques. J'ai déclaré au syndicat des opticiens, j'ai déclaré à l'ARS, mais l'annonce paraît toujours. D'accord. Alors, c'est complètement anormal. Et sur le sujet, j'en ai déjà échangé avec Dr Bourg. Donc, oui, je connais la société en question et le personnage derrière l'ophtalmologiste basé en Espagne. C'est strictement anormal. Et c'est à travers justement notre collectif qu'on essaye, qui est jeune, qui date de à peine 1 an, justement de réguler aussi les bonnes pratiques en attendant de construire justement une filière où l'opticien en mobilité apporte sa valeur ajoutée. Alors évidemment, il y en a toujours qui confondent vitesse et précipitation. Et pour être très clair, on a même dû exclure récemment, nous, un de nos membres, chez nous, qui, pourquoi aujourd'hui, par exemple, globalement propose de l'ordonnance en 48 heures. Vous l'avez certainement vu passer. Alors moi, je ne sais pas comment un ophtalmologiste peut, sur la base d'une ordonnance, d'une prescription en mobilité, je parle, proposer une ordonnance à un patient, puisque les résultats de la réfraction ne suffisent pas à faire un bilan médical permettant la diffusion d'une ordonnance. Donc là encore, on en revient sur, quand on construit quelque chose, forcément, il y en a qui font n'importe quoi, forcément, il y en a qui interprètent. On voyait tout à l'heure, j'entendais, si ce n'est pas une loi, si ce n'est pas dit, si ce n'est pas écrit dans la loi, c'est que c'est légal. D'ailleurs, même moi, je me suis opposé, j'ai utilisé le mot illégal, on m'a dit, mais pourquoi vous dites que c'est illégal alors que c'est pas inscrit dans la loi. Voilà, donc vous voyez toute la difficulté qu'il y a. Et là, en effet, il y a un besoin de légiférer, il y a un besoin de construire. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire des propositions justement pour construire quelque chose. Juste une petite remarque sur l'organisation que vous mentionnez. Moi, j'en ai connaissance extrêmement récemment, cette semaine, pour tout vous dire. Là, clairement, c'est l'exemple typique de la tarte à la crème de l'illégalité de la pratique de bout en bout. C'est-à-dire que là, entre la réfraction qui est réalisée donc en dehors de la boutique par un opticien qui envoie un médecin qui n'est même pas en France et qui délivre une ordonnance à distance, sans suivi, sans rien du tout. Là, clairement, on touche un peu
le top 1 de ce qu'on peut faire en termes d'illégalité. Après, là, il y a une difficulté dans ce que vous dites, c'est que malheureusement, donc là, j'entends que le praticien, c'est vrai, enfin l'ophtalmologiste sera en Espagne, et là, ça invoque des questions du coup européennes qui complexifient encore, si je puis dire, le traitement de ce cas-là. Donc là, moi, j'en ai eu connaissance que très récemment. Bien sûr, c'est des cas qui nous remontent, mais clairement, là, effectivement, il faut faire prendre une vigilance accrue sur ces sujets-là. Allez-y. Approchez le micro. Ah, tu n'avais pas de micro. Ah, d'accord. Et 135 payé uniquement par l'opticien, ça, c'est pas. Mais moi, effectivement, moi, j'aimerais bien, et c'est pas très compliqué. On devrait vraiment rappeler à l'ordre. Pas forcément de sanctionner dans un premier temps, je vais être sympa. Pourtant, depuis le temps, on devrait être en train de casser des genoux. Supprimer toutes les publicités qui spécifient examen de vue à domicile. C'est ou en entreprise. C'est interdit. Alors, je suis désolé pour toi. Nous, on l'a fait dans le cadre de la société. Je vois encore plein de trucs. Elle ne le fait plus. Je rassure le docteur, je n'ai pas votre nom, mais la société que vous avez citée, on lui a bien demandé, dès qu'on l'a vu, dès qu'on a connaissance, il a tout supprimé. Et on lui a dit, il y en a un qui s'est emballé parce qu'il voit des lunettes en ordo en 48 heures sur une plateforme. Donc, il se dit, mais moi, comment je vais faire? On me demande, j'ai des besoins, etc. Et les besoins, justement, il faut les cadrer à travers des choses à construire de manière interprofessionnelle. Les besoins, par des cas particuliers, sont quand même assouvis largement avec les dispositifs actuels. Mme Chrétien, justement, puisqu'on parlait de télémédecine, où est-ce qu'ils en sont avec l'article sur la télémédecine, le décret qui doit sortir à la fin de l'année, en relation avec l'article, je ne sais plus, 45 du PLFSS, qui est sur la régulation des plateformes de téléconsultation. Ouais, pour cadrer, je crois que c'est toujours en cours, mais les travaux devraient aboutir. Ouais. Mais voilà. D'accord, au niveau de la chaise, actuellement, c'est ça? Je crois. Ouais. Ouais. Bon, on va peut-être passer maintenant. Alors, nous, on travaille aussi sur on avait proposé, en tout cas avant le Covid, un protocole de coopération sur les EHPAD, puisqu'en fait, le vrai problème, c'est que les patients qui arrivent, les résidents, ils ont souvent des ruptures de suivi, et donc, ils auraient besoin d'un bilan ophtalmo à l'entrée en EHPAD, juste avant, et puis faire éventuellement, effectivement, un protocole de coopération si le bilan n'a pas pu être réalisé avant, quoi. Et ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes en aval, quoi. Parce qu'effectivement, la durée de vie moyenne, bon, ça, on peut en discuter, mais c'est entre 2 et 3 ans. Et la durée de vie de l'ordonnance résoudrait pas mal de problèmes ensuite, quoi. Alors, on va peut-être passer avec nos deux présidents de syndicats d'opticiens, la FNOF et le ROF, pour parler un petit peu des objectifs, vos objectifs là, à venir sur les coopérations avec les ophtalmologistes, avec la réglementation, l'évolution de la réglementation. Il y a aussi le décret qui doit sortir sur l'adaptation de la primo-prescription, qui a été voté dans la PPL RIST. Et puis, effectivement, on a déjà parlé de la téléconsultation, mais ça nous pose beaucoup de problèmes, notamment le fait que, par exemple, pour ne pas le quitter chez Afflelou, le magasin est propriétaire du matériel de téléconsultation, qui n'est pas un matériel de téléconsultation, qui est un matériel d'examen, en fait. C'est le même matériel qu'on trouve dans les cabinets d'ophtalmologie. Donc, est-ce que parce que ce matériel, on peut l'utiliser du jour au lendemain pour faire des consultations présentielles. Donc, est-ce que c'est normal que le matériel médical professionnel soit la propriété d'un magasin d'optique et on ne sait pas comment il peut être utilisé en dehors de la téléconsultation? Parce que chez Ménadome, en fait, il y a la borne de téléconsultation qui est louée, mais le matériel, en fait, appartient au magasin d'optique. Donc, ce qui peut l'inciter à l'utiliser en dehors de ça, pour rentabiliser justement, d'autant plus qu'on sait très bien, et on en a parlé un peu ce matin, qu'on n'aura jamais les ophtalmos pour faire ces téléconsultations. Puisqu'on a des enquêtes qu'on avait fait antérieurement montré qu'il y a 98% des ophtalmos qui étaient opposés à téléconsulter dans les magasins d'optique. Les quelques-uns qui participent, ce sont des retraités. On sait que le nombre des ophtalmos après 65 ans va baisser très rapidement dans quelques années. Donc on sait très bien que c'est quelque chose qui est voué à l'échec, puisqu'on aura besoin de tous ces ophtalmos âgés pour faire des remplacements, pour faire tourner les cahiers d'ophtalmologie, les sites secondaires, etc. Donc économiquement, c'est voué à l'échec. Donc voilà. Stéphane, tu veux intervenir? Oui, je voudrais
peut-être essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'en fait, je crois qu'on est tous d'accord sur la lutte contre les dérives, enfin tout ce qui est dénoncé, cime optique, enfin un certain nombre de choses. Les ophtalmos, les opticiens sont parfaitement alignés là-dessus, mais on s'offusque. On voudrait qu'il y ait une répression qui n'arrive pas ou pas assez vite. Sur cime optique, nous avons alerté la CNAM qui nous a garanti qu'avant la fin de l'année, ça serait réglé. Mais bon, tant que c'est pas fait, on ne sait pas. Bon. Donc, je pense que le diagnostic, finalement, il est partagé. Alors, je vais essayer de reprendre quelques minutes, si vous voulez bien, mais je n'ai pas réagi à chaud surtout. Le diagnostic est partagé. Je reprends ce que vous aviez dit lors de la première table ronde. Nous sommes une filière d'excellence qui fonctionne parfaitement bien. Nos patients, vos patients, vous les prenez très bien en charge. La qualité des soins, aujourd'hui en France, est reconnue dans le monde entier. L'ophtalmologie, vous êtes parfaitement formés, vous avez une filière attractive. C'est même les internes choisissent l'ophtalmologie parmi les premières spécialités. Donc, on a quelque chose qui fonctionne. Les patients sont bien équipés en lunettes, donc les opticiens font aussi leur travail. Les industriels sont les fleurons de l'industrie mondiale. La France est le berceau de l'optique. Donc, enfin, on travaille tous bien et vous avez été extrêmement innovants de transformer vos cabinets en entreprises. Ça, on disait tout à l'heure, en s'appuyant sur le travail aidé, notamment avec les orthoptistes. Donc, l'adaptation de la prescription en 2007, c'est le premier domaine où un professionnel de santé non médecin pouvait adapter une ordonnance. Donc, on est tous innovants, on fait notre travail, et il y a des dérives, et ces dérives, on les constate tous et on les condamne. Bon, maintenant... je pense qu'il ne faut pas qu'on reste au stade juste de la condamnation, il faut qu'on s'interroge pour savoir comment on peut s'organiser ensemble, et il faut qu'on soit conscient que toutes les solutions qu'on trouvera seront les moins mauvaises des solutions. Je vous prends un exemple. On parlait d'EHPAD. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé, il y a des EHPAD qui m'appelaient. Alors, ils avaient le choix. Le patient choisissait quel opticien il appelait sur la ville. Et puis, quand j'arrivais, le patient, il avait une ordonnance d'un ophtalmo. Et moi, je ne faisais que délivrer l'équipement. Bon. Maintenant, il n'y a plus d'ophtalmo qui va en EHPAD parce que vous n'avez plus le temps. Ce n'est pas un reproche, hein. Mais la solution idéale, c'est ce qu'on a connu pendant des années, c'est-à-dire que le patient, il va chez l'ophtalmo, il est médecin, c'est le prescripteur, il n'y a pas d'histoire de... Enfin, on sépare la prescription et la délivrance, et donc il est soigné, il a une prescription, et ensuite il a un professionnel opticien qui va réaliser l'équipement, et ça c'est l'idéal. Mais ça ne marche plus. En fait, il y a des endroits où ça ne marche pas. Alors, moi, je suis installé en Gironde, j'ai beaucoup de chance. Ce n'est pas une zone sous-dotée et on travaille encore à l'ancienne. Donc, ça veut dire que la coopération avec vos confrères qui sont autour de mes centres optiques marche parfaitement. Je ne fais quasiment pas de renouvellement adapté. On se coordonne. Franchement, ça fonctionne parfaitement bien. Chacun fait son job, c'est très bien. Mais il y a des endroits en France où il n'y a pas d'ophtalmologiste et on ne peut pas se coordonner, on ne peut pas coopérer parce que finalement on ne sait pas entre qui et qui coopérer. Alors il y a des centres optiques, des opticiens en maillage fin sur l'ensemble du territoire, mais pas les ophtalmologistes. Et c'est pas de votre faute puisque vous n'êtes pas assez nombreux et vous n'avez pas été suffisamment formés, enfin en nombre suffisant pour arriver. Nous opticiens, on serait les premiers à espérer que vous soyez 2 fois plus formés ou 2 fois plus sur le territoire. Hein. Ça serait aussi notre intérêt. Donc, franchement, c'est pas une attaque, c'est un constat. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va réfléchir ensemble pour inventer des solutions seront des solutions plus mauvaises que si y avait tout le monde, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment qu'on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse ensemble au protocole organisationnel ou de coopération qu'on peut mettre en place dans l'intérêt du patient pour que chacun continue à faire son métier. Moi, je ne prône pas la prescription pour l'opticien. Notre métier, c'est de délivrer des équipements. Simplement, il y a des publics fragiles en EHPAD ou à domicile.
il y a des publics qui sont dans des zones sous-dotées, qui peuvent se déplacer chez l'opticien, mais qui ne peuvent peut-être pas se déplacer aussi loin chez l'ophtalmo. Donc, comment on peut réfléchir ensemble pour que des protocoles qui existent, on parlait de Muren tout à l'heure, ben, on pourrait mettre ça en place ensemble, entre ophtalmo et opticiens, ça permettrait d'assécher le marché d'acteurs qui nous dérangent. C'est-à-dire que si on a autant d'acteurs qui sont aujourd'hui sur ce marché et qui font tout ce que vous avez décrit et qu'on condamne, hein, d'accord, on est en phase là-dessus, s'il y a autant d'acteurs, c'est parce qu'il y a une place libre, il y a un marché qu'on leur a laissé. Et donc il y a deux solutions. Soit chacun reste dans sa ligne et on n'arrive pas à travailler ensemble, l'ophtalmo-opticien, et on pourra s'offusquer que ces acteurs-là fassent autant d'actes qui nous déplaisent et qui aient autant de dérives, mais finalement, ils le feront. Et puis quand on en attaquera un, il y en a un autre qui s'installera à côté. Ou alors, on réfléchit ensemble pour savoir comment on fait dans l'intérêt du patient. Et on pourrait très bien avoir des protocoles organisationnels de dépistage dans des centres optiques, dans des zones sous-dotées, et on enverrait les informations à des ophtalmologies qui seraient identifiées, hein, c'est ce qui était décrit tout à l'heure dans le protocole Muren, plutôt que d'envoyer à des ophtalmos exotiques en dehors de la France. Donc ça serait des accords, et on déterminerait ensemble dans quel cadre on le fait, avec un objectif de vous libérer du temps soignant, mais non, vous libérez du temps soignant. Non, mais vous savez, docteur, regardez, le dépistage du diabète. Bon, les diabétiques, en 2010, il y avait 60% des diabétiques qui avaient un suivi annuel. En 2022, c'est toujours 60%. C'est flat. Non, c'est plus 68. Bon, on était à 50% en 99. On n'a pas la même source. Lorsqu'il y avait 1 500 000 diabétiques, actuellement à 3,3 millions, on est à 68% d'après la ROS. Bon. Voilà, on n'a pas les mêmes sources. Mais en tout cas, non, mais c'est le chiffre officiel de la CNAM. Ça va doubler d'ici 2050. Bon, oui. Donc ces patients-là, nous, on ne sait pas les gérer. En revanche, on peut vous aider sur certaines tâches. Voilà. Il n'y a pas de protocole organisationnel possible, puisque c'est réservé aux petits. Protocole de coopération, c'est éventuel. Non, juste sur votre remarque, ça tombe bien, parce que justement, je voulais rebondir sur les propos de M. Corfias. En fait, justement, il faut avoir en tête que là, on parlait des protocoles, je parlais des protocoles qui pourraient être possibles entre opticiens et ophtalmo. La situation est un peu différente entre les orthoptistes d'une part et les opticiens d'autre part, puisque les opticiens ont la double casquette, et ça, il faut le rappeler parce que c'est essentiel. Professionnels de santé reconnus au code, et ça, on est tout à fait OK, il n'y a aucun souci, mais également commerçants. Et donc, il faut avoir en tête que voilà, on ne peut pas faire des protocoles ont été faits pour les orthoptistes. La même démarche ne pourra pas être transposée pour les opticiens parce qu'il y aura des prérequis et des contours à cerner peut-être plus fortement pour les opticiens qui ont cette prévalence, enfin, du moins cette fibre commerciale qu'on ne peut pas nier. Bien sûr, vous délivrez du net et c'est essentiel. Mais voilà, donc ça ne peut pas être tout à fait comparé aux orthoptistes qui, eux, ne délivrent pas de lunettes et ne font pas de vente à proprement parler. Voilà. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas question d'avoir la prescription. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait séparer, on sépare la prescription de la délivrance. Et ça, c'était la solution idéale qu'on avait il y a 30 ans. On l'a plus. Donc, si on met en place des protocoles, c'est pas pour que l'opticien puisse avoir la prescription. C'est pour qu'il aide l'ophtalmologiste. L'idée, en fait, c'est de dépister, de traiter plus de monde, mais d'envoyer dans les centres ophtalmologiques que les malades, que ceux qui ont besoin d'être soignés, et ceux qui n'ont pas besoin, c'est pas la peine de les envoyer. Mais voilà. C'est-à-dire que le patient... Mais on peut vous envoyer des informations avant, et c'est à nous, ensemble, de décider, de déterminer ce qu'on peut faire. Mais si on ne le fait pas, encore une fois, on ne va pas... Enfin, si on le fait, ça ne sera pas parfait, parce que ça sera toujours moins bien que si c'est vous qui le faites. Mais si on ne le fait pas, on a une perte de chance pour un certain nombre de publics. Alors, moi j'aimerais bien qu'on
je pense qu'il y a des solutions. Je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que Stéphane sur les propositions et les schémas qui peuvent s'ouvrir sur notre collaboration. Je pense qu'il y a d'autres schémas qui n'existent pas encore aujourd'hui qu'on pourrait imaginer. On a imaginé, c'est peut-être pas réalisable. Ceci dit, on n'en discute pas, donc on ne risque pas de savoir si c'est réalisable ou pas. C'est des plots de santé où, depuis la petite enfance, on a une visite obligatoire chez l'ophtalmo qui vous permet, vous, de faire un vrai dépistage obligatoire. C'est la petite enfance, c'est l'entrée en école parce qu'il y a la lecture et que le retard de lecture, c'est fondamental parce on dépasse largement la santé visuelle en réalité. Quand un enfant, on découvre au bout de 3 mois qu'en fait, il ne voit pas. Il se passe quoi au bout de 3 mois? La maîtresse, elle se rend compte que le gamin est en train de marcher sur la table, qui fait chier toute la classe. Et le premier réflexe des parents, c'est de dire pas mon gamin ne voit pas. C'est de dire mon gamin est juste hyperactif parce que c'est un génie. Alors, il est parti dans les dépenses pour la sécurité sociale à partir sur l'orthophoniste, le neuropsycho, l'orthoptiste et tout ça. Parce qu'en fait, juste, il lui manquait une paire de lunettes. Alors, je trouve que j'y suis passé avec ma gamine et on pourrait gagner énormément de temps si on avait des plots de santé avec des visites obligatoires chez l'ophtalmo, donc totalement indépendant de l'opticien, avec ou pas prescription, qu'importe. Et donc, c'est la toute petite enfance, c'est l'entrée en l'école, c'est la sortie du lycée pour rentrer entre guillemets dans la vie active avec des études, parce que quand on passe d'une classe à un amphi, c'est pas forcément la même vision, et puis on rentre dans la vie active, on est étudiant, on passe à conduire un camion ou j'en sais rien, c'est pas la même vision non plus, et puis le camion aujourd'hui c'est pas le camion d'hier. Avant, conduisait une 2 chevaux, roulait à 50 km/h, je parle d'un temps que j'ai pas connu, mais on roulait à 50 km/h, aujourd'hui la moindre voiture roule bien trop vite. Bon, et après on est sur les 16 sur la vie active, 40 ans avec des problèmes de potentielle reconversion, et puis après on est sur la sortie de la vie active avec d'autres loisirs qui s'ouvrent. Des plots de et les EHPAD. Et des plots de santé. Et entre ces plots de santé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer laisser une certaine liberté à l'opticien? Pourquoi je voudrais sortir de cette espèce d'image? Attends, j'ai pas fini. Mais non, mais cette vision binaire du il vend, donc il y a un conflit d'intérêts. Excusez-moi, on a une garantie d'adaptation. C'est quoi notre intérêt? On va vendre une paire qui ne va pas pour en revendre une derrière, alors que de toute façon, c'est nous qui payons. Parce que quand il y a un problème d'adaptation, c'est nous qui payons. Et ce n'est pas le verrier. Hein. Mais il y a déjà le renouvellement. Tu as déjà le renouvellement qui existe. Les patients peuvent venir voir directement. Vous pouvez faire des réfractions. Il y a un élément qu'il faut souligner, c'est qu'en France, il y a 30%, enfin d'après chez la CNAM, 30% des Français consultent un ophtalmo tous les ans. Bon. C'est un taux énorme parce que la deuxième, les généralistes, je crois qu'ils sont à 60%, les dentistes 40%, et puis après vous avez les gynéco-obstétriciens qui sont à 10%. Donc c'est un taux énorme qui n'a aucune comparaison dans aucun autre pays. En plus, là, on a mis en place maintenant le dépistage chez les orthoptistes. Il y a le renouvellement qui est possible directement chez les opticiens avec une ordonnance de moins de 3 ans, moins de 5 ans. Donc il n'y a pas de problème. Si le système est respecté, il n'y a pas de problème d'accès majeur en fait. À part des cas très particuliers, bon, il y a les EHPAD qu'il faut régler, peut-être effectivement les handicapés à domicile, etc. Et d'ailleurs, je voudrais juste enchaîner là-dessus, parce qu'il va falloir aussi bientôt qu'on s'arrête. Et on reprendra pour la myopie à 14h. Madame Chrétien, est-ce que le sujet de la régénérie du diplôme d'opticien est toujours sur la table ou pas? Parce que c'est un peu l'arlésienne depuis 10-15 ans à peu près. Alors, oui, parce que moi j'entends parler depuis mes 2 ans d'arrivée à la DGOS. Donc effectivement, je pense que ça fait très longtemps que c'est sur la table. Comme d'ailleurs la question, en fait, les 2 professions vont de pair lorsqu'on travaille sur la filière visuelle en termes paramédicaux. Forcément, on pense orthoptiste et opticien. J'aurais pas d'éléments à vous apporter sur ce sujet, puisqu'à mon sens, là, il y a beaucoup de réingénieries qui sont en cours et ça prend énormément de temps au regard du travail de mes collègues. Voilà. Donc, ça n'a pas été évincé. Hein. Le sujet est toujours sur la table. C'est juste que malheureusement, on regarde du nombre important de réingénieries qui doivent se faire et c'est toujours en lien avec l'enseignement supérieur. Je ne peux pas vous donner d'éléments dans ce sens-là. Merci. Bien. Je peux répondre juste à un point.
Ça marche. Si ça marche, vous m'entendez? Oui, pardon. Alors, sur la double casquette, parce que je l'entends aussi souvent, et c'est vrai que c'est la double casquette, et c'est la difficulté aussi des opticiens qui peuvent être cornérisés aussi sur ça. Sur la double casquette, professionnels de santé vente d'un équipement. Le protocole pour répondre à la question sur les EHPAD proposé et envisagé, je pense qu'en effet, que ce soit recommandé, si c'est obligatoire, je ne sais pas si on peut obliger les gens à aller chez le médecin, en tout cas fortement le recommander d'aller chez l'ophtalmo avant d'entrer dans l'EHPAD 100%, s'il y est, comment on le prend en charge, et sur les protocoles pour éviter toute forme d'abus et assurer une concurrence saine, c'est justement, quand je disais tout à l'heure que l'opticien, tout ce qu'il fait aujourd'hui, dans les zones Centre-Val de Loire et Normandie, il paye ses déplacements, il paye son temps. Tous les gens qui voient qu'il ne fait rien parce qu'il n'y a rien à faire ou qu'il ne peut pas faire, il n'est pas rémunéré pour. La coordination de soins qu'il fait, il n'est pas rémunéré pour. Il n'est rémunéré que quand il vend un équipement. Et il ne délivre pas un équipement, il ne vend pas un équipement. Le terme vente n'est pas grave. Il délivre un équipement à une personne qui a un besoin. Celui qui délivre un équipement à une personne qui n'en a pas besoin, eh bien, il est c'est abusif. Et parfois, dans la lecture que peuvent avoir les patients aussi du demi-normalisé, qui est très bon, ça peut parfois aussi être complexe. Et c'est d'autant plus complexe à domicile, parce que si vous mettez tout ce qu'il y a dans le demi-normalisé en termes de 3 pages qu'il doit y avoir, qui, je pense, est bien parce qu'il est justement normalisé, derrière, il y a toutes les pages de la prise en charge en mobilité. Et c'est 12 pages de conditions générales de vente. 12 pages de conditions générales de vente, plus 3 pages, ça en fait beaucoup. Et donc, si on a le protocole qui se met en place entre opticien et ophtalmologiste, l'idée, c'est que ça permet aussi, justement, de faire que l'opticien soit reconnu pour ses actes, il se déplace une fois pour l'acte, et ensuite, vu que c'est une téléexpertise asynchrone, parce que la téléexpertise, comme la téléconsultation, ce sont des actes de télémédecine, c'est toujours asynchrone, et ben ça permet quoi? Ça permet à ce que l'opticien reparte. C'est asynchrone. Donc il ne va pas camper au pied du lit de la personne, ni dans l'EHPAD, on ne le laissera pas venir. Et donc ensuite, le patient est libre d'avoir son opticien de famille, la personne, voilà, pour le faire venir le cas échéant. Et donc là, dans ce protocole-là, tel qu'il a été proposé, il permet vraiment d'apporter une solution qui règle le problème de est-ce que l'opticien, il est professionnel de santé ou double casquette. Et le patient, en effet, s'il a eu un bon service de son opticien, peut-être qu'il le fera venir, peut-être qu'il ne le fera pas. Et on l'a déjà vu dans les expérimentations, puisque parfois il y a des patients qui s'équipent, les familles les emmènent chez leur opticien de famille à droite, et c'est très bien. Et bah, ils sont mobiles. Non, bah, ils peuvent être emmenés. Ils sont mobiles, ça peut c'est compliqué. C'est qu'ils ont besoin de s'équiper, ils sont emmenés. Ou parfois, en effet, c'est des opticiens qui se déplacent. Voilà, et le patient a toujours le choix. Il peut acheter sur Internet, il peut acheter dans un magasin, il peut acheter en mobilité. C'est son choix. Il est libre. Voilà. Ludovic, tu vas juste intervenir, parce qu'après, il faut qu'on s'arrête, parce qu'on a presque 1 heure de retard déjà. Parce que mais en effet, juste comparer un phénomène culturel, notamment, par exemple, si on regarde en Chine, les médecins ne sont pas rémunérés à l'acte quand le patient est malade, mais ils sont rémunérés si leurs patients vont bien. C'est-à-dire que plus leurs patients sont en bonne santé, plus ils sont rémunérés. Ce qui est l'inverse de notre système actuel. Mais finalement, dépister, c'est le plus important, parce que si on dépiste un glaucome tôt, le patient, ça coûte moins cher parce qu'on lui prescrit juste des gouttes, il n'y a pas besoin de l'opérer. Si le patient, on sait que dans sa famille, il y a de la DMLA, on lui explique. Mais en fait, c'est-à-dire que si en fait on arrive, hors EHPAD, c'est juste que si on arrive finalement à être aussi on va dire, impliqué dans le dépistage que dans le traitement, je pense que même en termes de coût pour la santé publique, on sera même très bénéficiaire, parce qu'un traitement commencé tôt est toujours plus efficace. On le voit dans la DMLA, on le voit dans le glaucome, on le voit dans plein de pathologies. Moi, j'avoue que ce que les jeunes me disent, c'est qu'ils sont très contents de voir des patients plus jeunes en consultation pour leur faire un dépistage. Moi, oui, mais moi, en fait, ils sont très contents en fait, de les voir en consultation, d'échanger avec eux, de parler avec eux. Ah, voilà, vous avez des enfants, il faudra qu'on fasse un bilan. Vous avez de la DMLA dans la famille, il faudra quand même manger des fruits, des légumes, des antioxydants. Voilà. Enfin, en gros, je pense que moi en tout cas, tous les jeunes qui communiquent avec moi sont très contents d'avoir leur rôle de dépistage aussi lors d'une consultation ophtalmologique. Et il n'y en a aucun qui m'a dit « Ah, j'ai trop de patients qui vont bien, je voudrais voir que la pathologie ». Aucun ne m'a dit ça. C'est vrai qu'il y avait une légende urbaine qui disait aussi qu'avant, certains jeunes ophtalmos voulaient que opérer ou que traiter de la DMLA ou que faire des pathologies. Moi, tous les jeunes me disent, moi, je suis très content de voir des patients qui vont bien pour aussi leur expliquer les éléments de dépistage pour leurs enfants, pour leurs aînés. Donc c'est vrai que quand on nous disait, on va vous aider, on va vous envoyer que la pathologie, nous, en tout cas, les jeunes me disent qu'ils sont très contents aussi d'avoir des consultations de dépistage et pas que de la pathologie à traiter.
Bien, bah, écoute, c'est bien. Est-ce que je peux prendre juste une minute. 5 secondes. Pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure sur les délégations, enfin les protocoles organisationnels, comment on pourrait les mettre en place. Nous avons eu une discussion officieuse, enfin informelle, au ministère de la Santé en juin, où on nous a dit que si on voulait organiser des expérimentations en région, parce qu'il y avait des ophtalmologistes et des opticiens qui étaient volontaires pour faire des tests, des expérimentations en zone sous-dotée, ça pouvait s'organiser. Donc si c'est quelque chose qui, sur votre territoire, vous aimeriez mettre en place, sachez que les opticiens sont favorables à organiser ça avec vous pour le tester. Non, mais Écoutez, moi, je vais juste finir parce oui. que je voudrais juste évoquer les règles professionnelles. C'est vrai qu'il y a c'est pas un malentendu, il y a une espèce de petit hiatus entre les opticiens et les ophtalmos parce qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts et qu'il faut des règles professionnelles aux opticiens parce que sinon c'est pas possible. Il se trouve que, alors moi je connais très bien les règles professionnelles parce que je vais être le seul opticien de France qui adhère également à un ordre qui n'a rien à voir avec la santé, mais vous en avez. Vous avez un ordre, vous avez un code de déontologie, vous avez des règles professionnelles. Est-ce que ça a évité les déviations, les dérives, les excès, les abus? Non. Est-ce que depuis qu'il y a eu je ne sais combien de déconventionnements de centres de santé, il y a eu des radiations de l'ordre? Je ne les ai pas vus. Et pour autant, voilà. Je pense que... Le problème, c'est que les conseils d'ordre n'ont même pas les contrats. Maintenant, ça va rentrer en application. Maintenant, les conseils de l'ordre auront les contrats des médecins qui seront dans les centres de santé. Ce que je veux dire, c'est ils n'avaient pas. Je suis pour avoir des règles professionnelles. Je dis, mon propos n'est pas de dire que je suis contre. Hein, je suis pour. Mais j'aimerais qu'on n'attende pas qu'on soit doté de règles professionnelles dont on entend parler depuis un paquet de temps et qui traînent. Mais bien sûr, il ne faudrait pas qu'on attende ça pour se dire, tiens, ça y est, maintenant ils sont éthiques, on va pouvoir travailler avec eux. Je pense qu'on perd beaucoup de temps si on attend que les opticiens aient des règles professionnelles. Je suis pour, ça ne nous empêche pas de travailler et de considérer que tous les opticiens ne sont pas des escrocs. Ça, c'est bon pour les complémentaires. Il y en a quand même, il n'y a que les complémentaires qui considèrent qu'on est tous des escrocs. Alors évidemment, bon voilà. Donc je pense que, parce que qui dit règles professionnelles, ça veut dire comment on va commencer à attaquer le droit du patient. Et alors là, vous allez voir effectivement une partie des professionnels de l'optique qui vont avoir un problème parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire du tir payant, il faut donner toutes les données de santé aux complémentaires. C'est-à-dire que vous tirez un trait sur à peu près 84% de la profession des opticiens. Donc c'est des vrais sujets nous concernant qu'il faut discuter. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain. N'attendons pas ça pour aller pour travailler ensemble. Bon appétit. Merci. C'est comme la première table ronde, on aurait pu continuer longtemps. En tout cas, merci à tous pour ces échanges fructueux, enfin en tout cas on l'espère, et puis utiles.